du centre Paris High-Tech, hein, donc c'est un peu la raison de ce choix. 100 degrés qui nous accompagne dans notre campagne et qui naît tous ces superbes locaux qui organisés, l'estrade. Alexis Debord, qui est le concepteur de la rencontre et des 3 tables rondes que nous allons avoir. 3 tables rondes qui devront durer une demi-heure et qui pourront, moi je suggère que chacun des intervenants ait 5 à 7 minutes pour présenter, et qu'il y ait surtout un échange. Il s'agit nous tous de pouvoir poser toutes les questions qui nous traversent l'esprit sur les 3 thèmes qui vont être abordés. D'abord, les conditions du partenariat avec les Tech, question centrale, hein, et sur lesquelles les textes, on vite de voir les auteurs des textes qui réglementent la profession d'avocat vont vite devoir se déterminer. Avec 3 autres marques, nous verrons ensuite comment l'avocat doit tout savoir-faire, ça vous l'avez dit dès la première année, les premières minutes à l'école, doit devenir un entrepreneur du droit. Et enfin, comment appréhender l'interprofessionnalité, devenir partenaire des autres professions du droit, et comment à terme d'ailleurs tout le monde devra venir à notre déontologie, qui sera l'épicentre. Puisque c'est notre programme, c'est nos idées, nous conclurons ensuite, parce que nous avons besoin de nous entendre. Marie et moi considérons que l'avocat doit demeurer au centre de l'ordre des droits, parce qu'il y a des droits pour les avocats, ça va arriver, au centre de ce nouveau panorama, au centre de ces nouveaux outils. Alors pour introduire, j'accueille Clarisse Kennedy, qui a beaucoup écrit, dit sur ces questions, qui nous fait la gentillesse de venir pour introduire en 5-10 minutes les enjeux, ce qui vous permettra ensuite de les décliner selon ces 3 tables rondes d'une demi-heure, telles qu'elles sont organisées, avant que nous concluions. Voilà, je cède la parole à Clarisse Kennedy. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Je suis toujours très enthousiaste à l'idée de parler de ces questions dans les professions, auprès de mes pairs. C'est un sujet qui me tient à cœur, ça fait maintenant depuis 2008 que j'essaye, je tente d'introduire ces questions d'innovation, du numérique, d'Internet dans la profession d'avocat. Donc aujourd'hui, on sent bien qu'on est à un point de bascule, que les choses deviennent de plus en plus sensibles, de plus en plus évidentes, et il est clair qu'il est important que les candidats au bâtonnat s'intéressent à ces questions et se posent des questions par rapport à notre quotidien d'avocat. Alors introduire cette question, je dirais que la première étape, c'est déjà de comprendre la société dans laquelle on vit, ce qui a évolué et pourquoi les cabinets d'avocats sont directement impactés par cette transition numérique, hein, comme on appelle la transition numérique. On peut l'appeler les révolutions numériques, on peut l'appeler comme on veut, mais aujourd'hui on parle de transition numérique. Alors pourquoi les avocats sont impactés? Finalement, comme toute la société, on explique, et là vous pourrez regarder sur internet et trouver tout un tas d'explications là-dessus, que nous avons changé d'ère. On est passé d'une ère industrielle dans laquelle nos clients, nous, avocats, on construisait des usines qui fabriquaient des produits et qui les vendaient à des clients. Et c'est exactement sur ce schéma-là que nos cabinets se sont construits. On a construit des cabinets qui donnaient des prestations juridiques à des clients. Et on s'est construit sur ce modèle et on s'est construit pour répondre à des clients qui étaient sur ce modèle. Et puis, nouvelle ère, l'ère numérique, une transition se met en place, un changement se met en place et il faut s'adapter. Et s'adapter, c'est pas évident. Surtout qu'aujourd'hui, s'adapter, ça ne veut pas dire apprendre des nouvelles compétences, ça veut dire surtout, et c'est ça qui est difficile pour nous et pour notre génération, ça veut dire surtout désapprendre tout ce qu'on a appris et recommencer sur une page blanche. Parce que tout a changé. On part de zéro. Dans l'innovation, on connaît ça, on part de zéro. Alors, qu'est-ce qui
ceci a changé. Il y a déjà cette transition numérique nous amène sur cette nouvelle ère, et dans cette nouvelle ère, les entreprises ne sont plus tout à fait les mêmes. Les entreprises ne sont plus des entreprises industrielles qui fabriquent des usines qui produisent des biens ou des services, mais ce sont des plateformes qui sont des intermédiaires entre les uns et les autres. Et aujourd'hui, les entreprises qui sont les plus valorisées en bourse, ou qui ont pris la valorisation la plus importante depuis ces 10 dernières années, ne sont plus des entreprises industrielles, mais sont des entreprises qui sont des plateformes, donc des intermédiaires. Et c'est exactement déjà à ce nouveau type d'entreprise qu'il faut nous apprendre à répondre en tant qu'avocat, et également c'est à eux qu'il faut ressembler. Donc comment un cabinet d'avocats, finalement, peut transformer son activité, qui est de produire du service juridique, à une activité à plus haute valeur ajoutée, qui est d'être un intermédiaire entre les uns et les autres. Et c'est là qu'il faut devenir inventif. Donc désapprendre tout ce qu'on a cru savoir, c'est-à-dire par exemple, quand j'ai commencé il y a 17 ans, on était tous pourvoyeurs d'informations juridiques. L'information juridique n'était pas disponible. Aujourd'hui, elle est disponible. Donc clairement, on n'est plus dans une situation où on vient nous voir pour avoir une information juridique. Donc évidemment, il y a eu toute cette vague où tout ce qui était information est devenu sans valeur. Donc dans cette économie où ce qui avait de la valeur avant n'en a plus maintenant, il faut revoir la chaîne de valeur et se repositionner dans cette chaîne de valeur à un endroit où on retrouve de la valeur ajoutée. C'est ça les enjeux, clairement, pour nous au quotidien, dans nos cabinets. C'est ce que l'on ressent très clairement. On a des pertes de marché sur tout un tas de sujets. Par exemple, tout ce qui est contractuel simple, statut de société, etc. On voit émerger évidemment des bibliothèques qui nous disent raison, mais regardez, c'est pas compliqué, vous avez un algorithme qui fait ça à pas cher, vous ne pouvez plus matériellement le vendre au prix que vous le vendez. Donc ça, évidemment, on y est confronté, ça fait déjà un moment qu'on y est confronté. Et puis, la deuxième chose, c'est toutes ces choses que les entreprises, que ce soit d'ailleurs petites entreprises comme grands comptes, on l'a vécu aujourd'hui, ne veulent plus accepter de payer de la part d'un avocat, parce qu'elles considèrent que ça n'a plus de valeur ajoutée. Donc il y a eu un déplacement de la valeur ajoutée. Donc on devient, nous, on est aujourd'hui, nous, dans l'obligation de revoir notre copie, de s'adapter à cette transition numérique, de désapprendre un certain nombre de schémas qu'on a intégrés dans nos méthodes de travail, et de repartir de zéro pour recréer des structures d'avocats, des entreprises d'avocats, qui soient capables de s'adapter à ce nouveau monde qui est souverain. Alors c'est, à mon sens, une chance exceptionnelle, mais je comprends aussi que ça puisse être extrêmement difficile. Donc il faut essayer, vous l'intéresse d'en parler dans le cadre de ce travail d'avocat, il faut essayer de faire en sorte de mutualiser les forces et de voir comment on peut comprendre ce que font les ménagères, s'adresser éventuellement à elles et travailler avec elles pour aller chercher des techniques largitaires. Pour vous donner un exemple concret, parce que c'est toujours intéressant à la contrainte. Qu'est-ce que nous avons chez mon certain juste à 20 mètres derrière, on est déjà dans ce quartier, puisque nous sommes ouverts, c'est ici qu'on passe, et on est le premier d'affaires dans ce quartier, bien heureux d'y être, qui nous évidemment ressemble beaucoup à l'agence en vélo. Oui, absolument, on a de la chance, avec la même fou, tout est Donc, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va essayer, on va innover. On va innover, mais qu'est-ce que ça veut dire innover? L'innovation, c'est pas, et j'espère que c'est ce que vous retiendrez aussi de cette soirée, c'est pas uniquement un problème technologique. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez avoir une application ou une façon technologique de régler le problème du client que vous allez être des avocats innovants. L'innovation, c'est d'abord une innovation de modèle économique, une innovation de management, une innovation de stratégie, une innovation d'organisation interne, une innovation de la relation client. Donc votre innovation, elle se fait à tous les niveaux et la technologie ne vient qu'en support de vos innovations. C'est-à-dire que par exemple, vous avez décidé de modifier la relation client, de créer un service client totalement différent, réorganisé, et vous vous rendez compte que pour pouvoir le faire, vous allez utiliser une technologie qui va automatiser un certain nombre de choses dans cette relation client.
Ou alors, dans la production de services, vous allez imaginer que vous pouvez automatiser la production de certains types de contrats, et c'est ce que vous allez mettre en œuvre dans votre entreprise. Mais l'innovation technologique n'interviendra qu'à la fin du processus d'innovation. Et c'est très important, et peut-être pas d'ailleurs, peut-être pas dans un premier temps. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est l'innovation de modèle économique et d'organisation interne. Donc nous, évidemment, on a innové à tous ces niveaux-là, on continue d'ailleurs, parce que l'innovation, c'est un processus qui s'arrête, hein, ça continue tout le temps, et on est en innovation continue, on va dire, et on a mis en place un certain nombre de choses. Alors, la première chose, c'est qu'on s'est dit, finalement, cet écosystème des startups, on l'aime, on est positionné dessus, on apprécie les startups, et on veut le favoriser. Favoriser l'écosystème startup, c'est lui donner les moyens de grandir. Or, pour une startup, le premier budget, c'est le budget juridique, pour se constituer. Donc on a pris une décision en juin 2015, on s'est associé à un projet qui s'appelle Jurismatic, et on a mis en ligne gratuitement tous nos contrats. Statut, pacte associé, cession de droit, tous les contrats nécessaires à une start-up en amorçage pour lui permettre d'exister. C'était une façon de dire à l'écosystème, nous participons de la croissance de cet écosystème, parce que c'est notre stratégie cabinet. On considère que le droit et la fiscalité doivent être au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et donc, si on ne participe pas de cette croissance de cet écosystème, l'écosystème ne peut pas comprendre en quoi on l'aide. Donc on l'a fait, bien entendu, ça n'a pas été simple, c'est une décision d'associé compliquée à l'époque. On s'est demandé si on n'était pas en train de tuer notre propre modèle économique, et ça a été un véritable succès, avec un retentissement jusqu'aux États-Unis. On en a entendu parler. Donc évidemment, c'est une façon de dire, on a une sorte d'offre freemium, on a une sorte de façon de nous dire, on vous offre quelque chose parce qu'on considère que déjà démarrer, déjà créer, vous avez l'essentiel pour vous créer, après on verra. Quand on commencera à gagner de l'argent, vous viendrez nous voir et on a vu ça. Et ça, c'est une forme d'innovation et qui n'a pas demandé technologiquement des investissements insupportables. Après, évidemment, on va sortir des offres beaucoup plus stratégiquement innovantes, mais également coûteuses pour le cabinet, et notamment des offres de possibilité de générer des contrats automatiques, des choses comme ça sortira d'ici la fin de l'année, et ça permettra j'ai compris, d'aller encore plus loin, encore un cran plus loin dans l'innovation, et de permettre finalement à nos clients de faire une partie du travail seul. L'idée, c'est quoi, encore une fois? C'est de dire à quel niveau on a de la valeur, à quel endroit on a vraiment de la valeur. Aujourd'hui, on le sait, on intègre dans notre plateforme technologique la technologie de la blockchain, qui a vocation d'intégrer les moments du contrat importants, de mettre en œuvre le contrat automatiquement via la blockchain. C'est super ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moment clé du contrat, il n'est plus au moment où on l'écrit, il n'est plus au moment où on l'exécute, il est au moment où on prend les décisions, tout à fait en haut. Et c'est là que l'avocat il doit revenir, tout à côté du client, au moment où il prend les décisions. Et ce n'est pas la décision, c'est les décisions. Donc c'est tout ce travail-là que nous tous ensemble devons recréer pour revoir notre stratégie d'entreprise d'avocat. Voilà, donc c'est ces réflexions-là, j'espère que vous allez pouvoir avoir ce soir avec l'ensemble de ces intervenants que je connais tous et que je respecte tous. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Merci beaucoup Clarisse pour cette intervention et ce témoignage comme toujours passionnant. J'appelle maintenant du coup les intervenants de la première table, c'est-à-dire les Legal Tech, Rocket Lawyer avec Christophe Chevalet, Jérôme Justi pour Fast Arbitre, et puis Préditis avec c'est Louis ou Thomas? C'est Louis, d'accord. Je vous laisse la parole, comme vous l'avez compris, vous avez ils vont pouvoir se présenter en une phrase pour chacun. J'espère que je vais pas tromper votre modèle dans cette phrase. Jérôme pour Fast Arbitre, donc c'est la volonté de dématérialiser
la justice pour les entrepreneurs, de gagner du temps et donc de faire des économies en passant par des moyens différents pour avoir justice, pour faire droit. Christophe Chevalet, c'est Rocket Lawyer, dont vous avez sûrement dû entendre parler, qui est lancé depuis le 16 septembre, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Officiellement depuis le 16 septembre, et qui, donc c'est le leader US bon, il vous expliquera mieux ce qu'ils font, mais de l'automatisation de différentes prestations juridiques en ligne, et donc il se lance en Europe avec le groupe PLS de Francis Lefebvre, et puis Louis Larrey-Chahine pour Predictis, qui développe un outil qui va permettre, grâce à l'ouverture des données de jurisprudence, d'aider les avocats et de les accompagner dans la rédaction de leurs conclusions et dans les choix qu'ils pourront préconiser, Clarisse en parlait tout à l'heure, à l'instant, à leurs clients en matière de décision et de stratégie dans le contentieux. Je vous laisse la parole, vous avez 5 à 7 minutes pour m'introduire. L'idée vraiment, on est sur une soirée d'échange, de débat, de discussion. Donc après, bien sûr, la parole est libre à la salle pour poser vos discussions aux intervenants, échanger avec eux, voilà, pour cette première table. Voilà, c'est Rocket. D'accord, alors je me lance. Donc Rocket Lawyer Europe, on a fait l'annonce effectivement du rapprochement entre le groupe ELS, édition Lefebvre, édition législative et édition Dalloz en France, qui est le deuxième groupe européen en termes d'édition juridique. Et Rocket Lawyer, on a fait cette annonce le 7 septembre et on est sur une phase de développement du site. Vous avez déjà une première version du site qui est disponible sur rocketlawyer.fr, qui n'est qu'une première version. Et on aura un lancement effectif du service complet, on va dire, en début d'année 2017. Alors, qui on est en quelques mots? En fait, on est donc Rocket Lawyer est la startup leader aux États-Unis et implantée également en Angleterre depuis 2013, qui, on va dire, a inventé le modèle que vous connaissez aujourd'hui des startups. Qui opère donc de façon qui part sur un besoin simple en fait, qui est commun à beaucoup de startups, c'est l'identification d'un besoin qui n'est pas couvert. Et je vais beaucoup insister là-dessus. La raison d'être de Rocket Lawyer, c'est véritablement d'apporter des solutions juridiques à des publics qui jusqu'à présent n'en avaient pas, ou se dépatouiller avec des solutions qui parfois manquaient énormément de fiabilité. On s'adresse aux particuliers, aux toutes petites entreprises, au monde associatif. Quand vous regardez la façon dont ces publics-là, hier, aujourd'hui, encore beaucoup, cherchent des solutions quand ils sont confrontés à un problème juridique, la première chose qu'on voit, et on a fait une étude avec TNS Sofres, qu'on a fait à l'automne, dont on voit les premiers résultats, et je vous en livre les premiers éléments ce soir. On constate que ces publics-là, leur premier réflexe, le top of mind, on va dire, c'est l'avocat. Quand on leur dit, si je suis confronté à un problème juridique, qui est-ce que je vais aller voir? Le premier réflexe, c'est effectivement, je vais aller voir un avocat, ce qui est parfaitement compréhensible. Ce qu'on voit aussi, quand on pousse un peu plus loin, c'est que si c'est le réflexe instantané, la pratique est différente, et la porte est parfois un peu lourde à pousser pour ces publics-là. La porte du cabinet d'avocat est un peu lourde à pousser. Concrètement, 60% des publics auxquels je fais référence là, quand ils sont effectivement confrontés à un problème juridique, 60% ne vont pas voir un avocat. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font plein de choses, hein. Ils ont plein de solutions de dépatouille à disposition. La première, c'est Google. Et c'est là-dessus, évidemment, que nous allons opérer pour apporter une première solution en fait, à ces publics-là qui sont sur Google. Je pense que cet état de fait que je décris là, il est parfaitement connu également des avocats. Aujourd'hui, il est bien rare d'avoir un client qui rentre et qui n'ait pas déjà lui-même fait une première recherche, voire qui ait déjà un début de solution. C'est quelque chose ou en tout cas est pensé avoir un début de solution. C'est quelque chose que les médecins connaissent et pour avoir discuté récemment avec beaucoup d'avocats, je sais que c'est aussi quelque chose qui concerne beaucoup la profession. Donc nous, Rocket Lawyer, on est là pour vraiment fournir une première solution juridique à ces publics-là. C'est une solution qui passe par l'automatisation, effectivement. On a des algorithmes
qui vont permettre, à partir d'une question qui a été posée par le client, eh bien, de le guider vers une solution automatisée, mais néanmoins personnalisée, qui va répondre à sa problématique. Et je vais tout de suite mettre une limite sur ce que je viens de dire là. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a énormément de choses que les gens vont pouvoir faire eux-mêmes et qui vont pouvoir faire bien mieux grâce à nous que ce qu'ils peuvent faire en allant chercher un modèle par-ci, par-là et parfois sur des endroits non recommandables ou pas fiables. Néanmoins, l'automatisation s'arrête à un moment, et elle s'arrête à un moment à deux instants. À l'instant où la problématique juridique est trop complexe et où effectivement il y a un réel besoin de stratégie juridique pour monter le document. Et je ne vais pas revenir sur ce qui vient d'être dit, je suis entièrement en phase avec ce qui vient d'être dit. Il y a une vraie valeur ajoutée de l'avocat qui fait qu'aujourd'hui les gens vont voir les avocats, et ça ne changera à mon avis jamais, parce qu'il y a un besoin, et même un robot n'est pas capable de créativité aujourd'hui. La deuxième raison qui font que très fréquemment les clients vont continuer à aller voir un avocat, c'est tout simplement que le problème est humainement trop important pour eux et qu'ils ne se satisferont pas d'être en face d'un ordinateur, voire de parler à un robot pour résoudre leurs problématiques juridiques. L'exemple le plus caricatural que je puisse donner de ça, c'est un cas de divorce. Il est bien évident que jamais une personne ne fera confiance à un robot pour discuter de son divorce. Donc, Rocket Lawyer est entièrement construit sur ce principe-là, c'est-à-dire pouvoir donner accès à une première solution en ligne grâce à des documents fiables et qui vont permettre à nos clients de faire un certain nombre de choses seuls, mais en permanence dès que c'est nécessaire, je ne sais pas si j'ai la parole, Bonsoir à tous, merci beaucoup. Je suis assez amusé par l'image qui montre le dossier que vous avez peut-être montré. Il est question d'un robot à la voix de maître Jean-Luc Leborgne qui fait l'aspirateur et qui lit devant le TGI. Je pense que cette incompréhension du robot qui fait tout, de l'intelligence artificielle supérieure, résulte du problème qui est posé aujourd'hui, c'est la collaboration entre avocats et légalistes. Ce robot n'existe pas et n'existera pas demain, après-demain, ou même dans 10 ans. On en est techniquement trop loin. Je suis élève avocat et fondateur de Préditis, du start-up utilisateur de la justice prédictive. Et cette idée de l'innovation qui naît de la rencontre des compétences, on l'a fait nous depuis le début du projet. Le futur de l'avocat, le futur du droit ne peut pas se construire sans ces acteurs clés qu'aujourd'hui vous représentez en tant qu'avocat. C'est ce qu'on a fait, nous des débuts. On a associé avec des avocats. Un Atto qui va prendre la parole d'ailleurs tout à l'heure. On a associé Publicis avec des petites structures, des structures moyennes, des structures spécialisées, et parfois même des grosses structures, puisque aujourd'hui le communiqué de presse du partenariat avec Dendon, le plus gros cabinet d'avocats du monde, a été annoncé. Alors, la question, partenaire en devenir, moi j'ai envie de répondre, déjà partenaire. À vous de continuer à venir vous chercher, à vous de vous saisir des sujets, pour continuer à imposer votre marque. Et le défi, chers futurs confrères, j'ai l'impression qu'il est là. Ne soyez pas passifs face à cette innovation. Elle ne vous met pas en danger. Le savoir-faire de l'avocat, grâce à ces nouveaux outils de performance comme celui de justice prédictive, il est positif. C'est pour vous qu'on le fait. L'avocat, il est nécessaire, il est irremplaçable par ces technologies. Alors, déjà partenaire, continuons à être partenaire. Comment bien le faire? Je crois que la vraie question, elle est là aujourd'hui. Il y a des initiatives qu'on doit saluer, qui ont déjà été enclenchées. Je pense à la charte des Legal Tech, dans laquelle Alexis Debord, qui pilote le débat aujourd'hui, a joué un rôle. Ça, c'est une excellente initiative. Mettons tout le monde autour de la table et cherchons des solutions. Et qu'est-ce qui s'en est dégagé? Une très bonne participation d'acteurs avec des profils différents et
des propositions fortes sur des choses très, très concrètes. Je pense par exemple à la problématique de où sont situées les données, où sont stockés les serveurs. Très concrètement, si les serveurs ne sont pas en France, on ne peut pas garantir une réversibilité parfaite des données. Si les données ne sont pas réversibles, ça veut dire que le secret professionnel n'est pas garanti. Donc ça, par exemple, c'est un enjeu qui est majeur sur lequel nous on se positionne. Oui, nos serveurs, les données confidentielles des avocats qui utilisent la justice prédictive sont en France et sont effaçables en un clic. Ça fait partie des choses où on peut collaborer, prendre des décisions qui sont efficaces. Alors sur la justice prédictive, si vous voulez plus d'informations, je pense que ce n'est pas tellement là le sujet, c'est plutôt la collaboration. Dans ce cas-là, je vous enjoins simplement à aller voir le site qui est aujourd'hui en ligne, www.predictis.com. C'est un mot quand même, parce que comment est-ce que vous allez prédire la jurisprudence? Je vois qu'il y a même une présentation ici, c'est tout à fait parfait. On s'est concentré sur deux sortes de fonctionnalités. Les deux premières sont pour nous des choses absolument indispensables, c'est la recherche et la lecture. Alors on appelait ça recherche intelligente et lecture enrichie. Pourquoi ? La recherche telle qu'elle fonctionne aujourd'hui n'est pas parfaite. Le scoring des décisions qui ressortent, la manière dont sont traitées les différentes décisions, les différentes informations peut être améliorée par différents leviers. Par un moteur de recherche qui est plus puissant, par un petit peu d'intelligence collaborative pour faire remonter les décisions qui ont été jugées comme intéressantes par nos pairs. Sur la lecture, on a également fait des progrès. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais lire sur Le Monde Zen ou sur Medium, c'est quand même beaucoup plus agréable que lire sur plein d'autres plateformes. Donc on a essayé de dépouiller au maximum la lecture pour en faire une bonne expérience. Moi, c'est quelque chose dont j'ai souffert en tant que stagiaire dans certaines structures, à passer 3 jours à m'enquiller des jurisprudences illimitées. Et on a travaillé également sur du document linking qui permet de faire du lien entre différentes informations. Le vrai cœur du métier, c'est l'analytique, c'est les fonctions de justice prédictive qu'on a ici. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de calculer des chances de succès d'une action contentieuse. Ça permet d'estimer un montant moyen d'indemnité susceptible d'être obtenu devant une juridiction. Et ça permet d'identifier les moyens les plus influents, les moyens qui vont convaincre le juge du bien fondé de notre action. Qu'est-ce que ça permet pour l'avocat? De gagner évidemment en temps et en performance. Ça permet d'avoir une meilleure analyse des risques pour son client. Donc on peut lui dire, vous avez 90% de chances de perdre 100 000 € dans les 6 prochains mois parce qu'il y a tel et tel argument qui rentre en jeu. Donc ça permet de le corriger. Ça permet donc d'optimiser sa stratégie contentieuse en choisissant une autre voie. Et ça permet enfin quelque chose auquel je crois, qui est de favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges. À mon sens, avoir des vraies informations fiables pour se positionner et pouvoir être une force d'action et transiger pour son client, l'avocat a un rôle à jouer là-dedans grâce à un outil de ce type-là. Je crois que j'ai épuisé le temps de parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis ravi et merci beaucoup Marie-Aimée Basile de nous inviter sur cette table ronde. Alors moi j'ai deux casquettes puisque je suis avocat et par ailleurs associé d'une start-up du droit. Cette start-up du droit étant Fast Arbitre. Fast Arbitre étant né de l'association entre des anciens magistrats, des avocats et des legal tech, on va dire. Des designers et des comment est l'idée de Fast Arbitre? Bon, Fast Arbitre est une plateforme d'arbitrage en ligne totalement dématérialisée qui a pour ambition de s'adresser aux entrepreneurs pour leur litige. On ne s'adresse pas aux litiges de la grande consommation, on va s'adresser aux entrepreneurs qui est notre fonds de commerce en 134. Et comment est née l'idée? L'idée, c'est de dire depuis 10 ans, on amène les startups à accéder aux droits. Parfois gratuitement à travers Jurismatic ou sous la forme de packages forfaitisés que l'on vend dans le cadre de notre cabinet. Et puis on s'est dit à un moment, c'est bien de permettre à des startups, TPE, PME d'avoir de bons contrats, mais si au bout du compte elles calent pour aller devant la justice parce que considérées comme étant trop chères, pas accessibles, difficiles, longues dans ces décisions, et bien il faut pouvoir proposer
une promesse supplémentaire. Et cette promesse supplémentaire, c'est Fast Arbitre, c'est-à-dire proposer, démocratiser l'arbitrage pour les entrepreneurs de façon, donc, sous une plateforme totalement dématérialisée, moins chère et plus rapide, des décisions en 2 mois. La principale innovation, ça n'a pas été forcément, même si ça a été un sérieux travail, de créer la plateforme, de travailler sur le logiciel. Ce qui nous a donné énorme, ce qui nous a coûté du temps, c'est le legal design. C'est de rendre intuitif la procédure, puisqu'on voulait à tout prix permettre à tout entrepreneur, assisté ou non par un avocat, de catégoriser son litige, d'y apporter de façon intuitive les pièces et les bonnes pièces et les bons arguments. Et du coup, on amène le justiciable à qualifier juridiquement son litige d'un point de vue intuitif. Pourquoi? Pour qu'ensuite, ce litige soit appréhendable par la partie adverse de façon tout aussi intuitive et permettre le travail de l'arbitre qui va aussi travailler sur ce litige de façon intuitive. C'est-à-dire qu'on oublie complètement l'idée des requêtes, des assignations, des conclusions, on n'est plus du tout là-dessus. On va être sur une plateforme qui va vous permettre de plugger des pièces, de plugger des arguments, jusqu'à arriver à un arbre de la discorde où on va visualiser les arguments sur lesquels et les événements sur lesquels les parties sont d'accord et les arguments et les pièces et les événements sur lesquels les parties ne sont pas d'accord. Fast Arbitre, c'est d'abord une phase amiable, c'est déjà et totalement gratuite, qui permet en fait à des parties qui entreraient dans un litige de ne pas saisir immédiatement l'arbitrage, mais de s'échanger de façon raisonnée leurs premiers arguments et éventuellement de transiger. S'ils le souhaitent, ils passent ensuite en phase d'arbitrage ou, parce qu'ils ont signé une clause compromissoire, iront directement à l'arbitrage. Donc c'est vraiment ce travail, ce que disait Clarisse, ce n'est pas forcément l'innovation technologique, bon, c'est une plateforme, il a fallu l'écrire, la monter, faire le logiciel, mais c'est vraiment ce travail de legal design qu'on a voulu mener. Alors, on a la prétention d'amener les avocats avec nous, c'est-à-dire que les avocats, bien entendu, soient scripteurs de la plateforme, parce qu'ils pourraient proposer une solution alternative à un procès plus long, plus coûteux, enfin dans certains cas, parfois il faut bien entendu aller dans le jeu naturel, mais c'est une manière de proposer quelque chose d'alternatif à une certaine cible de clientèle, une justice plus rapide, moins chère et dématérialisable. Bon, ça c'est la première approche. Mais la deuxième approche, ça serait que les avocats, qu'on puisse identifier des avocats legal tech friendly, on va dire, qui pourraient être répertoriés sur la plateforme et qui sauraient utiliser ce legal design plus que d'autres. Et du coup qui acquérait une compétence nouvelle, qui n'est pas celle que l'on a apprise à l'école, qui serait d'amener une partie vers quelque chose de plus simple, une procédure plus simple. Et là, il y a un vrai rôle, on n'est pas là du tout pour ubériser les avocats, et là, il y a un vrai rôle de l'avocat à amener le client vers un litige simplifié. Et puis, on a également discuté avec des confrères qui travaillent avec des grandes directions juridiques, qui ont des contentieux de masse, et ces confrères, pour avoir parlé avec eux, étaient tout à fait convaincus qu'ils pouvaient intégrer Fast Arbitre dans leur offre qu'ils pourraient faire à des grands comptes, pour leur dire, voyez, moi je suis plus fort que l'autre, parce qu'avec moi, vous allez acheter non seulement un forfait moins cher peut-être, mais je vais avoir plus de masse sur le contentieux que vous pourriez me proposer, et en plus, je le traiterai sur Fast Arbitre. Voilà. Donc voilà pourquoi les avocats doivent s'emparer, à mon sens, de cette plateforme. C'est une innovation par osmose, voilà, par contagion, Merci beaucoup. On va prendre 2-3 questions de la salle, pas plus pour l'instant, parce que sinon on va être très en retard. Donc est-ce qu'il y a des... Comment? Qu'est-ce que je fais? Oui. Non, on prend le temps des questions et bon, du débat. On prend le temps de quelques questions et de débat, mais bon, bientôt 20h. Bon, je donne la Clarisse qui a déjà pris la parole, je te la passe après.
Je vous donne la... Il y a une question ici, ensuite Clarisse, et on ira dans le fond à gauche. Bon, bonjour, j'interviens aujourd'hui parce que je suis membre de la commission d'exercice du droit du CNV. Bien d'entendre. C'est ça, c'est vieille, on n'arrive pas. Je vous émettre quelques réserves par rapport à vos projets. Autant pour les deux confrères, futurs confrères qui ont des projets qui sont à la direction des confrères et qui vont être dirigés par eux et qui vont respecter la déontologie, ça ne me gêne pas. Autant vous, Rocket Lawyer, vous me gênez beaucoup. Je vous explique pourquoi. Parce que d'abord, vous venez d'un pays lointain. Je crois savoir que vous avez pas mal d'argent. Et quand on va sur votre site, il y a quelque chose de très dérangeant. C'est que vous octroyez le droit d'abord de traiter la question juridique que va vous poser un client. Vous considérez si elle est complexe ou pas complexe. Il y aura déjà un premier traitement par sans doute des juristes au sein de votre établissement. Ce qui, je vous rappelle, est de l'exercice illégal du droit, mais vous devez le savoir. Après quoi, effectivement, vous décidez, suivant la complexité de l'affaire, de l'envoyer à un avocat qui, lui, à ce moment-là, doit donner 30 minutes de consultation gratuite. Et puis, c'est seulement après, quand ça se complique un peu, que l'avocat pourra effectivement prendre le client à partir d'honoraires qui, apparemment, seraient prédéfinis avec vous. Donc moi, dans ce schéma-là, qui n'est pas le premier, hein, vous n'êtes pas les premiers à l'avoir fait, parce que nous, au niveau de la commission d'exercice du droit, je pense que il y en a d'autres qu'on a d'ailleurs fait disparaître de par notre action, parce qu'on pensait que ce n'était pas conforme à la déontologie. Je vous rappelle d'ailleurs à mes confrères la décision concernant Jurisystème qui figure sur le site du CNB, qui est quand même intéressant à lire, et qui fait assez le point sur où on en est actuellement. C'est que vous vous surprenez sur quelque chose qu'on a loupé, nous les avocats, c'est le problème du monopole du conseil juridique. C'est-à-dire qu'on voit se profiler à nouveau la faculté pour vous de faire du conseil juridique à titre principal, alors que normalement, vous n'avez pas le droit de le faire. Et puis, ce qu'on a à craindre aussi, c'est que vous êtes un peu, je ne dirais pas un manipulateur, mais c'est vous qui allez référencer et déférencer les avocats, et ça m'inquiète énormément. Alors, moi, je ne comprends pas bien où est votre schéma économique, parce que si c'est l'avocat qui touche complètement les honoraires, qui est libre de faire ce qu'il veut, qui n'a pas de compte à rendre, à la limite, pourquoi pas, mais je pense que ce n'est pas aussi simple que ça, et que dans un schéma économique, vous devez aussi trouver votre compte, et je ne voudrais pas qu'on tombe à ce moment-là dans le partage honoraire, et qui est complètement interdit par notre règlement intérieur. Alors, croyez bien que je ne suis absolument pas contre tout ce qui est légatech, au contraire. Simplement, sachons respecter notre déontologie, et je ne voudrais pas aussi que notre déontologie soit récupérée par vous comme étant effectivement quelque chose de commercial, comme notamment le secret professionnel et d'autres choses encore. Donc, moi je dis aux confrères, faites attention avant de vous inscrire sur un site, même de mise en relation, étant précisé qu'on a vu ce qui s'est passé avec Legal Up. Legal Up, effectivement, a fait, à ce moment-là, a fait un site où il a pris tous les avocats à partir de tous les annuaires de Paris, moyennant quoi tout est à peu près faux. Mais là où les confrères ont commencé à réagir, c'est quand il y a eu des annotations. Et notamment, la plupart des confrères, notamment notre confrère Moretti, qui s'est retrouvé avec 1 sur 10. Inutile de vous dire que dans l'après-midi, il a réagi et qu'on a tous demandé effectivement à retirer notre profil et qu'on a eu beaucoup de mal. Alors maintenant, Legal Up s'est un peu calmé. Je pense qu'il va revenir sur notre forme. Mais c'est vous dire que ce problème de site pose des tas de problèmes déontologiques. Et il ne faut pas croire que le CNB soit là comme un frein à cette évolution. Je vous rappelle que le CNB a maintenant mis en place une plateforme sur son site où les avocats peuvent s'inscrire, ce qui permet effectivement d'avoir une mise en relation, d'avoir des conseils juridiques et d'avoir des clients. Voilà. Donc je ne dis pas que je suis contre effectivement la nouvelle, d'autant plus que je suis retraité, j'en ai rien à faire, mais je fais ça pour vous encore, et je ne pense pas que effectivement le start system ne soit pas forcément mauvais, mais faisons attention à la déontologie. Alors. Je vais passer la parole à Christophe juste avant. Il ne faut pas tout mélanger, il existe plein de plateformes, il y en a sûrement qui ont fait n'importe quoi, et on peut tous penser à Veganop, où là on est plus sur le escroquerie. Voilà, je passe la parole à Christophe pour tous les autres points à relever. Mais juste sur ce point-là, attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que je ne suis pas certain que ça soit le cas.
Oui, on va partir sur un principe de responsabilité. Chacun est responsable de ses actions. Je ne vais pas me prononcer pour les autres. Alors, je vais commencer par un aveu. Si, c'est nous qui l'avons inventé, en fait. Ça a été inventé en 2008 par Charlie Moore, le fondateur de Rocket Lawyer. Le modèle d'automatisation que je vous ai décrit tout à l'heure et qu'on voit aujourd'hui fleurir en France et partout en Europe et partout dans le monde, il a été inventé par le président fondateur de Rocket Lawyer. Il y a même un brevet là-dessus aux États-Unis. Ensuite, plus sérieusement, vous posez évidemment une question que beaucoup d'avocats se posent. Je serais ravi de discuter avec vous sur la définition du conseil juridique et de vous dire et de vous montrer qu'on ne produit pas de conseil juridique sur la plateforme Rocket Lawyer. Nous mettons à disposition des utilisateurs du site une technologie qui leur permet de personnaliser leurs documents. Documents qu'ils vont trouver par ailleurs partout en ligne, et ça depuis de très nombreuses années. Donc à ce titre-là, je pense qu'on n'est pas plus producteur de conseils juridiques que ce que peut l'être toute une galaxie de sites qui existent et qui sont extrêmement fréquentés, et vous seriez surprise de voir sur quels endroits, sur quels sites les gens vont aujourd'hui chercher des solutions juridiques. Donc notre valeur ajoutée, puisque c'était aussi votre question, nous, et je suis aussi représentant du groupe ELS, c'est de fournir à ces clients-là des documents juridiques fiables, avec une technologie qui leur permet de les personnaliser. La question que vous posez à travers ça également, je pense, c'est celle de, effectivement, à quel moment commence le conseil, dans la mesure où la personnalisation, eh bien, à un moment, trouve ses limites quand on est sur un service en ligne. J'aime bien l'idée de legal design, on est exactement là-dedans. Tout n'est pas automatisable, tout n'est pas designable. Et je vous citais tout à l'heure les deux limites qui font que il y aura toujours besoin d'un avocat, et c'est pour cela que nous mettons en relation les utilisateurs du site avec des avocats, c'est pour répondre aux besoins de nos clients, c'est parce que justement, à un moment donné, il y a impérativement besoin d'un conseil juridique. Et sur le partage des honoraires, effectivement, il y a deux autres points dans l'ensemble de votre question qui est très riche. Le partage des honoraires, d'une part, et le fait qu'effectivement, les avocats qui souhaitent participer à Rocket Lawyer acceptent de délivrer un premier avis au client de 30 minutes ou par un échange de mails qui est extrêmement concis. Ça, c'est en fait, quand je vous disais tout à l'heure, la porte des cabinets est parfois lourde à pousser pour les clients auxquels on s'adresse. Quand on regarde les raisons qui font que les gens ne poussent, ces gens-là, ces 60% ne poussent pas la porte, elles sont diverses. Il y a la croyance, à tort ou à raison, que je vais pouvoir le faire tout seul et que ce n'est pas assez complexe pour que j'aille voir un avocat. Ça, c'est la première raison. Ensuite, il y a la crainte du tarif. Très clairement. On connaît ces arguments. Je vous cite des arguments commerciaux, mais on les connaît. C'est des arguments, justement, vous avez raison, on entend parler tout le temps. Tout le monde nous dit ça. Et si je vous les cite, et si je vous les recite, c'est parce qu'on les a objectivés via une étude qui a été faite par TNS Sofres. Et qui effectivement, parmi les multiples raisons qui ont été proposées, ce sont celles-ci qui ressortent. Comment vous payez, excusez-moi? Alors, comment on se paye? Nous, c'est le document. Nous, c'est le droit. Nous, c'est le document juridique. Donc, notre modèle économique tourne à 100% sur l'abonnement que vont prendre ou le téléchargement à l'acte que les clients de Rocket Lawyer vont faire à partir du moment où ils ont personnalisé leurs documents. Ils ont la possibilité soit de l'acheter tarif forfaitaire, soit de s'abonner à l'ensemble de la base de relations. Notre économie tourne sur le document. Et nous ne demandons ni frais d'inscription, et nous n'allons pas essayer de décortiquer les choses pour essayer de prendre une rémunération quelconque sur la consultation que les avocats in fine feront avec les clients. Vous ne percevez pas de somme sur les consultations données par les avocats? Non, nous ne percevons pas de somme sur les consultations données par les avocats. Il y a un premier avis que l'avocat accepte de donner à nos clients
Donc, un avis par dossier traité sur le site, gratuitement. C'est juste un avis. Et à partir de là, cela débouche, dans un certain nombre de cas, cela débouche par effectivement plus d'actions et une consultation proposée par l'avocat. Et dans ce cas-là, c'est la relation directe de l'avocat avec son client. Nous n'intervenons pas là-dedans et nous ne demandons pas de rémunération là-dedans. Est-ce que je peux juste vous poser une dernière question? Pourquoi vous ne l'avez pas fait avec les notaires et les experts comptables? Parce que quand on pense... parce que je suis j'essaie au maximum d'être dans la tête des personnes à laquelle on va répondre, et il est bien évident que c'est l'avocat, l'expert, c'est l'avocat, la profession vers laquelle les gens souhaitent se tourner quand ils sont confrontés à une problématique juridique, avant les notaires et avant les experts comptables. Et je pense qu'ils ont raison. Oui, merci Christophe, vous avez répondu en partie à ma question, mais je ne peux pas m'empêcher de reprendre la parole en tant qu'élu du CNB pour répondre à ce qui a été dit. Je crois que ce qui est important, quand même, c'est de comprendre que ces gens-là font quelque chose que nous ne faisons plus autrement que dans le cadre réduit de l'aide juridictionnelle, c'est l'accès au droit. Et ça, c'est extrêmement important. Les legal tech donnent accès au droit de façon massive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est clair, madame, vous ne pouvez pas dire le contraire, on ne peut pas empêcher un client de faire du droit lui-même. C'est son droit le plus strict. Et c'est précisément ce que proposent les legal tech, de faire du droit eux-mêmes. Et c'est donc une façon de démocratiser le droit à l'ensemble de la population. Et donc, in fine, si nous, derrière, nous savons intelligemment nous positionner sur le marché, récupérer davantage de clients. Quand on a mis en ligne Jurismatic, on a craint la même chose, que le chiffre d'affaires du cabinet s'écroule à la suite de cette mise en ligne gratuite des actes. Parce que nous, pourquoi on a mis en ligne gratuitement nos actes? Parce qu'on sait qu'ils n'ont plus de valeur. On le sait depuis longtemps. Donc on les a mis en ligne gratuitement en se disant, au moins on va leur couper l'abs sous le pied à tous ces legal tech qui commencent à nous courir sur la RICO. Donc on les a filés gratos. Comme ça, c'était plus 39,90 € ou 10,90 €, c'était gratuit. In fine, c'était gratuit, nous. C'était gratuit. Mais oui, voilà. Mais in fine, les gens, ils téléchargent. 6000 téléchargements en 3 semaines. Les gens, ils téléchargent. Et puis ils viennent nous voir avec tous les actes en disant, j'ai rien compris. Voilà. Donc il faut quand même un petit peu réfléchir un cran au-dessus et se rendre compte que tout ça, c'est du travail. Mais ça veut dire que nous, les avocats, on doit être extrêmement présents sur le marché derrière pour pouvoir donner des conseils en amont. Alors quand même, je vais poser une petite question à Prédictis, parce qu'on est là pour poser des questions. Vous, votre modèle économique, c'est lequel? Merci pour cette question. Le modèle économique, la manière dont on l'a conçu, c'est de s'adapter à la manière dont on a pensé le marché. Il y a aujourd'hui, d'une part, des avocats qui ne sont pas équipés pour différentes raisons, parce que les offres sont trop chères, ou parce qu'ils sont en cours de changement. L'idée, c'est d'avoir une première offre qui est très peu chère et qui s'adresse à l'avocat qui est seul et plutôt démuni aujourd'hui. L'avocat qui cherche sur Google, sur Village de la Justice, ou qui squatte les bases de ses étudiants à l'ESB. Ça représente plus d'avocats qu'on ne le croit. La deuxième offre, elle s'adresse aux cabinets qui sont des tailles moyennes. Et dans ce cas-là, c'est une offre sous forme SaaS qui est commercialisée directement sur la plateforme Prédictis.com. Et la troisième offre, celle qui nous intéresse le plus parce que c'est la plus stimulante pour nous, c'est celle qui s'adresse aux grands comptes, aux grosses directions juridiques, aux très grands cabinets, qui ont de la documentation interne sur laquelle ils veulent travailler, qui ont des besoins spécifiques en termes d'analyse, qui ont des contentieux hyper particuliers qui nécessitent de la formation. Donc en fait, on a 3 offres pour 3 types de clients différents. Si ça vous intéresse, on est en ce moment en train de former un comité scientifique pour évaluer la pertinence de l'algorithme. Contactez-nous et vous aurez la réponse à toutes ces questions. Pour des raisons de timing, malheureusement, on va devoir passer à la table suivante. Il y aura ensuite un cocktail sur lequel chacun pourra échanger. Il y a juste une question de la personne. Oui, pardon, excuse-moi. Dernière, parce qu'après, on va être... Merci beaucoup, Tiffany Leverrier, je suis avocate et je suis orientée contentieux arbitrage, donc Fast Arbitre m'intéresse beaucoup. Voilà, la question que je me pose quand même, c'est comment vous garantissez notamment l'indépendance et l'impartialité? Parce que là, en fait, vous êtes à la fois avocat, arbitre et également orienté client. Alors, je ne mélange pas toutes les casquettes.
Oui, moi de fait, j'ai plusieurs casquettes, mais je ne les mélange pas sur Fast Arbitre. Nous avons des avocats réputés, notamment Alice Pézard, ancien conseiller à la Cour de cassation, qui fait de l'arbitrage international de haut niveau. Voilà. Nous avons également des confrères, des anciens magistrats qui connaissent bien les choses et qui sont totalement indépendants, avec une règle, une charte éthique et de déontologie et des règles, bien entendu, de conflit d'intérêts qu'on trouve sur l'ensemble des plateformes d'arbitrage. Voilà. Moi, je ne vais pas accompagner des clients vers cette plateforme, mes clients du cabinet. D'accord ? Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'on est la Fast Arbitre est un centre d'arbitrage. Hein, Fast Arbitre est un centre d'arbitrage. Vous ne proposez donc pas d'arbitre particulier parce que c'est quand même aussi un centre. Comment sont désignés les arbitres? Alors les arbitres sont ensuite désignés par le centre avec l'accord des parties. Hein, voilà. Oui. Mais si vous voulez, on peut en parler. Mais voilà. Mais en effet, ce sont des arbitres. On propose des arbitres qui sont sur une liste. Les gens peuvent choisir d'autres arbitres. Il faut juste que les arbitres acceptent la formule, notre formule, qui est un peu particulière, en tout cas. Voilà. Ils sont payés combien? Ils vont être payés. Alors nous, nos prix. Oui, nos prix. Alors, oui, en effet. Donc nos prix, c'est le premier prix, c'est 1 500 €. On va sur 2 500 €, 3 500 €, 4 500 €, 5 500 € pour l'arbitrage. Et après, sur mesure, en fonction. On n'est pas du tout couplé. Nous, on a catégorisé. On ne fait pas de l'arbitrage sur tout et n'importe quoi. On a vraiment catégorisé les types de litiges. On ne va pas s'adresser à tous les publics. Et ensuite, le centre d'arbitrage prend c'est quelque chose qui correspond à ses frais de fonctionnement, voilà. Et après, le reste revient à l'arbitre, hein, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Oui, exactement. Et d'ailleurs, parce que nous, on travaille sur l'accès au droit, et ce que l'on propose, pour qu'on ne nous fasse pas le grief d'être une justice expéditive, on propose que nos arbitres mettent en ligne leur pré-sentence, qui sera discutée, voilà, avant que la sentence finale ne soit rendue. Exactement, voilà, exactement. On a connu depuis 10 ans pour les noms de... Voilà, c'est ça. Ou à l'INPI, exactement. Ceux qui sont familiers des procédures de l'INPI, il y a toujours une prédécision. Et ça, on a considéré, travaillant sur l'accès au droit, on a considéré que c'était majeur dans l'accès au droit. Voilà. Ah bah merci beaucoup. Je vous retire les mots de la bouche. Merci beaucoup. On va passer à la table 2. Merci beaucoup aux intervenants. La table ronde 2, Ludovic, Arnaud, Xavier. Je vous invite. Tu avais une question? Oui, je voulais savoir comment se passait la facturation. Est-ce que c'est du partage d'honoraires ou pas? La question elle est là, c'est une question de droit. Sur Fast Arbitre? Je parle de votre plateforme. Je viens d'arriver. Ah d'accord, ok. Non, c'est pas du partage d'honoraires, c'est un centre d'arbitrage qui prend les frais, hein, comme tout centre d'arbitrage, les frais d'administration, et ensuite... Oui. C'est là aussi il y a une discussion. Ah, je ne crois pas qu'il y ait de discussion sur ce point. C'est comme ça que la CCI fonctionne. Hein. Non, voilà. mais, monsieur, il se trouve que, comme Madame Péton, oui. on est à la commission de l'exercice. Oui, je vous connais bien. Voilà, on s'est vu l'autre jour. Et la question, elle est là. Non, mais je pense que là il aurait fallu que vous veniez un peu plus tôt, pour bien comprendre les choses, mais je ne suis pas légal up. Voilà. Non. Désolé, on a beaucoup d'intervenants, donc on pourra prolonger tous ces débats encore une fois après, autour du cocktail. Table ronde numéro 2, alors on est avec 100% d'avocats, et des avocats qui sont entrepreneurs, des avocats qui innovent, ou qui en tout cas travaillent sur le thème de l'innovation. Je vais laisser à chacun la possibilité et sa présentation, elle fera bien mieux que moi. Voilà. Arnaud, tu peux commencer. D'abord, merci beaucoup Marie-Mé et Basile pour cette invitation. Alors, je vais essayer d'être bref dans des délais sur la présentation du cabinet Alto Avocat. Donc, on s'est créé il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant.
Et effectivement, je rebondis sur le sujet parce qu'on s'est considéré comme une start-up dans notre manière d'appréhender le marché. C'est-à-dire qu'on a fait une étude de marché, bêtement. On a passé presque un an à interroger les entrepreneurs pour savoir ce qu'ils attendaient, quels étaient leurs desiderata en réalité. Et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement une offre en matière d'avocats start-up, 134 effectivement en fait partie, et qu'il y avait à côté de ça un certain nombre de demandes, et que ces demandes n'étaient pas nécessairement pourvues par l'intégralité du marché des cabinets d'avocats. Et parmi les leitmotivs revenait un certain nombre de constantes. Alors la première, c'est la réactivité. C'est vrai qu'un cabinet d'avocats traditionnel a peut-être une notion de la réactivité qui n'est pas exactement la même que celui d'un start-upper ou en tout cas d'un porteur de projet. Et c'est vrai que d'avoir la possibilité d'avoir des outils qui permettent de répondre de manière extrêmement réactive aux entrepreneurs, c'est quelque chose qu'il a fallu adapter au niveau du cabinet. Alors il y a plusieurs outils qu'on utilise, mais l'outil qui me vient immédiatement en tête s'appelle Slack, peut-être que vous le connaissez, certains d'entre vous ici. C'est un outil qui est pratiqué par beaucoup d'entrepreneurs et que nous avons décidé d'internaliser dans la relation directe avec le client. Alors ça permet tout bêtement de segmenter les différents sujets, ce qui fait qu'au lieu d'avoir des échanges de mails à tire-larigot sur tel ou tel point et de ne pas nécessairement s'y retrouver, ça permet de hiérarchiser tout ça et d'avoir, si je puis dire, de s'y retrouver très, très facilement. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres dans cette logique de réactivité. Après, il y a effectivement un autre point aussi qui est revenu de manière récurrente, c'est la question des honoraires. C'est vrai que sur cette question, et les Legal Start, on en a parlé tout à l'heure, jouent un rôle important en termes de visibilité au niveau des honoraires. C'est-à-dire que ce qui a fait la grande différence, je pense, entre une Legal Tech et un cabinet d'avocats, c'est qu'on a les honoraires qui sont visibles. Et les gens avaient besoin de visibilité. Ils se disaient, voilà, moi je vais voir un cabinet d'avocats. Concrètement, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé, si tant est que je le sois. Et c'était susceptible de poser effectivement un certain nombre de difficultés. Donc il a fallu adapter ça et en tout cas permettre au client d'avoir une idée très rapide et très facile de ce qu'il allait être amené à payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a proscrit le tarif horaire, voilà, c'est clair, qui est à mon sens une problématique même fondamentale parce que d'une certaine façon l'avocat d'une certaine façon, est auto-conflicté quand il fait du tarif horaire, puisqu'on se pose toujours la question, le client se pose toujours la question de savoir si, effectivement, l'avocat n'a pas éventuellement rajouté des heures supplémentaires, etc. etc. Enfin, on connaît ce débat, tous les confrères qui sont ici l'ont déjà vécu, les write-offs, etc., etc. Donc, on a su adapter nos offres en matière de tarification. Et le troisième point, qui est un point véritablement central, c'est... on s'est rendu compte qu'en réalité, ce qui faisait le succès d'un entrepreneur, c'est premièrement, évidemment, l'équipe, plus encore que le projet lui-même, mais c'est également la manière avec laquelle les entrepreneurs étaient entourés. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux entrepreneurs qui ont une idée excellente, qui ont une équipe excellente, mais qui n'ont pas nécessairement les bonnes personnes autour d'eux. Ça veut dire que demain, vous créez votre société, vous avez besoin, je ne sais pas moi, d'une banque qui vous offre des facilités de paiement, vous avez besoin d'un espace de coworking qui soit adapté à vos besoins, etc., qui soit startup friendly, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, on a développé cet écosystème de partenaires privilégiés et on offre la possibilité à ces startups, à ces sociétés, d'avoir accès à l'ensemble de cet écosystème. Et ça, c'est également une des manières que nous avons appliquées pour innover dans la relation avec le client et en général. Voilà. Bravo. Bonjour à tous, merci. Je suis un peu enrhumé. J'ai déjà une voix un peu à le borgne et aujourd'hui ça va être pire encore. Même robot Je ne sais pas. Je voudrais insister, moi, sur un point, parce que j'ai retenu, c'était intéressant, que beaucoup d'avocats qui s'étaient lancés avaient fait, et c'est une bonne chose, une étude de marché avant de rentrer sur un marché. Alors, notre cabinet, créé en 2009, avait cette particularité qu'il avait pour clientèle plutôt des institutionnels, ce qu'on appelle vulgairement des institutionnels, les 4000 grosses sociétés françaises, et qu'il fallait, comme nous étions un petit cabinet, exister par rapport aux autres. Donc, une pure logique de conquête de marché, là où on est le petit pousset, et qu'a priori, de prime abord, on n'a pas grand-chose à apporter aux autres, puisque les très gros cabinets de la place ont des legal tech à leur côté, des banques de données que nous n'avons pas nécessairement et autres. Mais nous avions, quant à nous, peut-être un autre avantage entre lequel nous avons travaillé là-dessus, c'est de se dire au final, et on en parlait tout à l'heure, l'accès du droit, ce n'est pas que le particulier qui
ce n'est pas non plus que l'entrepreneur qui voudrait lancer quelque chose, mais c'est aussi au sein des entreprises des gens, tous les jours, qu'on appelle entre nous des opérationnels, qui finalement ne connaissent pas le droit autrement que, comme dans la meilleure des hypothèses, un boulet au pied, et dans la pire, la censure qui leur interdit de tout faire. Et je pense que Stéphane en parlera tout à l'heure. C'est vrai que chez les opérationnels, il y a un peu ce défi de faire aimer le droit. Et la meilleure manière de faire aimer le droit, c'est que le droit s'oublie, que le droit ne se voit pas, et qu'on parle comme on parlerait finalement des enfants, qu'on ne parle pas le langage forcément de l'avocat, dans toute sa rigueur, dans sa sous-structure, ce que je suis en train de faire, mais plutôt qu'on parle à l'opérationnel et qu'on lui dise, mais finalement, ton problème, c'est quoi? Alors, un exemple pratique, c'est plus facile. Un sondage que tous les avocats doivent retenir, vous savez qu'en France, le marché du droit est un marché de nains, nous sommes 3 fois moins d'avocats que partout en Europe, personne ne vient nous voir, si les experts comptables prennent des marchés, c'est qu'on ne les prend pas, donc la conquête est à nous, c'est le Far West, youpi, youpla, tant mieux. Et donc, je fais des études de marché et je les pique partout. Et je tombe sur un article qui me dit, oh scandale, 67% des directeurs d'achat sont mécontents de leur direction juridique. Alors évidemment, je prends tout ce qui passe. Je me dis, si le directeur des achats n'est pas content de son service juridique, je vais interroger l'un et l'autre pour savoir pourquoi il ne communique pas. Je vais voir le directeur juridique, c'est mon interlocuteur préféré, qui me dit, écoute, t'es gentil, mais moi, entre le directeur financier, le directeur du corporel, le directeur commercial et autres, j'en ai déjà jusque-là, mon équipe est pleine, le directeur des achats, en plus, il est assez technique, il se débrouille. Je vais voir le directeur des achats, il me dit, de toute façon, vous les juristes, c'est bien simple, vous ne comprenez jamais rien, on n'y arrive pas, et autres. Et donc le défi, ça a été de se dire, eh ben, je vais aller voir ce directeur des achats, qui se sont un peu peut-être isolés, on n'a pas le temps pour lui, il est un peu rogue, et je vais essayer de lui montrer que finalement, me voir en amont, c'est plutôt plus facile. Et plutôt que d'aller dire, je vais vous expliquer le code civil, bougez pas, vous avez 4 heures devant vous, je vais lui parler dans son langage. Donc je suis allé voir chez lui, ses équipes, et je suis allé voir que ses équipes, elles parlent des tableaux Excel, elles parlent avec des plannings, des workshops, des workplans, tout ce qu'on veut, et on a mis tout ça en musique pour leur expliquer, alors c'est du legal design et autres, pour leur expliquer que le droit, non seulement c'était sympa, en plus c'était accessible, et surtout que ça leur faisait gagner du temps. Dernier exemple, nous avions une grosse négociation qu'on clôt derrière, et une négociation, un groupe nous a demandé d'organiser pour lui, tout le flux de son transport de pièces détachées. C'est une boîte d'automobile dans le monde entier, avec un certain nombre de groupes qui sont parfois un petit peu durs en négociation. On avait 15 jours ou 3 semaines pour négocier, et en général, ça commence invariablement de la même manière. Le juriste ou l'avocat est consulté dans la 3 heures qui précèdent la négociation, on arrive à la table de négociation, 2 hypothèses, on se tait, ça se signe, mais tout le monde pleure, on l'ouvre et on nous dit, bah, finalement ça c'est pas signé, parce que vous avez dit, parce que vous avez dit, et 3 semaines plus tard on s'engueule encore. Donc là on a dit, on va faire un petit peu en amont, on va se poser les questions en amont. On vient les voir, on fait le contrat sur un tableau Excel, ensuite on sort de ce tableau Excel, et là on fait le document contractuel très bien, on en discute, on prépare, et on se met, on fait un peu un jeu de rôle, on se met à la place de notre client, à la place de l'adversaire pour savoir ce qu'il va nous répondre. On y met 15 jours, on arrive avec le directeur commercial, le directeur juridique qui voulait voir comment ça marchait, on pose le contrat, ça a mis pour être signé 4 secondes. Tout simplement parce qu'on avait allé voir le client et on leur avait dit, finalement, exprime ton besoin avec tes mots, et moi, je ferai l'effort de comprendre et pas l'inverse. Donc voilà, je pense qu'en tous les cas, c'est naturellement beaucoup de choses à construire, mais dans la communication, alors je vais être un peu taquin, mais dans la communication, parfois peut-être du corps avocat par rapport à nos clients, n'oubliez pas que c'est lui le client, et c'est pas à lui de faire l'effort pour venir à nous. Bonsoir à tous, merci Basile et Marie-Aimée pour cet événement. J'interviens ce soir avec 2 casquettes, celle d'avocat au barreau de Paris et celle de membre de l'incubateur du barreau de Paris. Je vais venir sur cette 2e casquette, et d'ailleurs j'entendrai certainement des propositions de ces 2 candidats par rapport à l'incubateur du barreau de Paris qui fait l'objet souvent de quelques tentations politiques. Donc, bon, ça je vous entendrai tout à l'heure. S'agissant peut-être de la genèse de l'incubateur, et je pense qu'il est important d'y revenir compte tenu des quelques débats que nous avons entendus sur la première table ronde, manifestement encore assez vivaces. Pourquoi l'incubateur? Précisément pour sensibiliser la profession au pourquoi des legal startups. J'ai intégré l'incubateur du barreau de Paris précisément parce que la question est posée,
Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes l'ubérisés ou le start-upper? Je considère qu'il conviendrait plutôt d'être dans la deuxième catégorie plutôt que dans la première. La première nécessite aussi de s'interroger sur pourquoi de l'existence des legal startups aujourd'hui. Je fais du droit social, j'ai déjà depuis quelques années dans la ligne de mire ces experts comptables qui viennent faire du conseil en matière de droit social. Je n'ai pas de difficulté, ils créent de plus en plus de prud'hommes. Le sujet, pourquoi est-ce qu'elles existent? Je crois que c'est parce que les avocats n'ont pas pris la mesure sociétale de leur monopole en matière de conseil juridique. Et je crois que c'est la raison pour laquelle les legal startups sont arrivées, c'est qu'il y avait un besoin. À défaut de besoin, il n'y aurait pas de legal startup. De ce fait, l'avocat doit réfléchir et rénover son modèle économique. Ça a été dit par Clarisse tout à l'heure, ça a été dit par tous les intervenants. Il convient de réfléchir à nouveau comment est-ce que nous devons aborder le droit. La société bouge, il convient de bouger avec elle. Nous sommes au cœur de celle-ci, il convient de la suivre. Alors, il y a plein de choses de possibles. Nous pouvons travailler avec les startups, nous pouvons ne pas travailler avec elles et créer des choses. 1134 est un exemple, il y a beaucoup d'autres. Alto est un exemple, Caractères aussi, et au niveau de l'incubateur du barreau de Paris, nous avons récompensé un certain nombre de cabinets qui ont effectivement innové. Nous récompensons aussi d'ailleurs des legal startups pour leur activité avec ou dans le domaine du droit. Je souhaiterais d'ailleurs peut-être juste dire que l'innovation peut être solidaire, et nous avons récompensé l'an dernier le cabinet Cole pour une action en termes d'innovation pour l'idée permettant en synthèse d'offrir à ses clients un prêt sans intérêt avec un partenariat conclu avec une banque pour financer des actions en justice pour ceux qui avaient le moins de besoins et qui ne pouvaient pas relever de l'aide juridictionnelle. Il y a donc de tout aujourd'hui. L'avocat doit se positionner aussi au regard de son business model par rapport à tout ça. J'ai échangé récemment avec le Rocket Lawyer. La question est de savoir aussi si l'avocat se reconnaît dans le marché que visent les legal startups. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a cette idée de création de la prestation juridique avec une chaîne de valeur. Où doit-on se positionner sur cette chaîne de valeur? Doit-on être au début, au milieu, à la fin, l'expertise, la surexpertise ou pas? Je pense qu'on doit pouvoir s'emparer de tout et qu'on doit pouvoir tout faire. Je sais que c'est certainement un sujet qui sera abordé dans la dernière table ronde, mais les décrets Macron doivent être, comment dire, nous devons nous prendre à bras le corps ces décrets qui permettent effectivement un certain nombre d'innovations en termes de commercialité accessoire. C'est l'un des thèmes des décrets Macron. Les avocats, et je pense que les candidats auront des propositions à faire à ce sujet-là. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer, je crois qu'il y a de très bons candidats aussi pour les élections au Conseil de l'Ordre ce soir, des candidats de grande qualité, je les salue tous. Voilà, donc ça c'était vraiment par rapport à l'incubateur. Tout ce que j'entends aussi ce soir, c'est la manière de réfléchir le business model d'un cabinet d'avocats. Évidemment, le business model de l'avocat sachant, avec une information qu'il garde jalousement dans son cabinet, ne peut plus fonctionner. Je pense qu'elle peut encore créer de la valeur dans la manière de la traiter. Certains cabinets survivront encore quelques années en traitant d'une manière qui est la leur et qu'ils ont pu faire pendant des années. Ils réussiront encore quelques années à faire de l'argent avec ce type de modèle. Je crois que ceux qui ne s'adapteront pas mourront. La question est donc de savoir comment demain avoir une vraie prestation juridique, et je crois qu'il faut réfléchir. On a entendu le terme de legal design, nous disait tout à l'heure Jérôme. Je crois que c'est très important aussi de penser comme un designer. C'est le design thinking, et je crois qu'il est important de rappeler quelle est la première étape de cette pensée qui est en 5 étapes. La première et fondamentale, c'est l'empathie. L'empathie pour savoir qu'est-ce qu'attend le client. Et je crois que dès lors que l'avocat se mettra dans la tête qu'il est aussi entrepreneur, puisque nous sommes une profession libérale, dès lors qu'il aura compris que c'est en se mettant dans la tête du client, ou en tout cas de ceux qui l'entendent vouloir être ses prochains clients, c'est effectivement en comprenant ce qu'il souhaite et ce qu'il veut que l'avocat donnera la bonne prestation. Et je crois qu'on a eu quelques exemples ce soir, il y en a d'autres, parce que je vois beaucoup d'avocats dans la salle qui sont des avocats qui innovent. L'enjeu est là, et j'attends effectivement avec impatience le programme que nous donnerons les deux candidats qui nous ont quand même accueillis ce soir pour nous parler de tout ça. Merci. Quelles sont les questions dans la salle? Mathieu? Oui. Merci à vous pour vos interventions brillantes et rafraîchissantes, parce qu'on a besoin de ce discours. On a besoin de ce discours, nous avocats, on a besoin de voir des avocats innovants et qui innovent dans leur cabinet, et pas simplement sur la question numérique. Il y a également tout l'aspect sur la relation cliente, et M. Xavier Marchand, ce que vous nous avez dit est très inspirant.
Mais je reviens aussi sur l'aspect numérique des choses. Il y a quelque chose qui inquiète beaucoup de nos confrères, c'est l'intelligence artificielle qui arrive dans nos cabinets, qui doit être un allié pour nous, mais qui en même temps doit être maîtrisée pour ne pas qu'elle déborde sur ou qu'elle nous prenne le métier. C'est ce que pensent beaucoup de nos confrères, et je crois qu'ils ont en partie raison, parce que quand on voit les progrès de ce que fait Rosatornet, par exemple, avec les technologies IPL, il y a de quoi s'inquiéter pour certains. Comment vous réagissez par rapport à ça? Comment vous prenez à bras-le-corps ces problèmes et comment vous en faites un atout, finalement? Puisqu'on doit positiver les choses. Ça, c'est ma première question. Et puis, deuxième question, qui est un peu plus liée à ma préoccupation de candidat au Conseil de l'Ordre, c'est comment vous percevez le rôle des institutions ordinales pour aider les cabinets, éventuellement, à se développer et à se positionner dans ce nouveau marché. Un mot peut-être sur les institutions. Je pense que sur l'intelligence artificielle, je ne suis peut-être pas le meilleur. Sur les institutions, il se trouve que j'ai été demandé d'animer les premières séances et de créer les premières séances du barreau entrepreneurial, qui venait à l'époque avec une idée toute bête que j'avais échangée avec les candidats et notamment Christian Ferrachul. Je donnais à l'époque des cours à l'Institut supérieur du commerce, ISC, et j'ai été stupéfait, le mot serait faible. Je recevais à la fois, je créais mon cabinet d'à côté, je recevais à la fois des candidats qui sortaient d'école de commerce, 22, 23 ans, à qui on posait la question, quel est votre projet? Que voulez-vous faire? Où voulez-vous aller? Et en 10 minutes, quelque chose de clair, précis. Alors certes, un peu formaté, mais précis. Je posais la même question à des avocats. L'âge moyen d'un taux de prestation, c'est 28-29 ans. Je n'ai pas réfléchi, dans la meilleure des hypothèses. Écoutez, avant 42 ans, de toute façon, quelque chose, ça ne sert à rien. Et voilà. Et moi, ce qui m'avait stupéfait, et je pense que ça répond un peu à ça, ces gens qui sont en école de commerce, pour les écoles de commerce, ils font de temps en temps des études juridiques. Des Master 2 juridiques couplés ou des MBA. La question m'était posée, dans 10 ans, ces gens-là auront 33, 34 ans, 35 ans, seront des entrepreneurs et n'attendront pas les avocats français qui en auront 48, 40 ou 42 à se poser encore la question pour savoir ce qu'il en est. Donc les institutions, c'était le propos, je pense, il y a naturellement tout un côté défense des institutions, cadre réglementaire qui est à discuter. Mais aussi, et j'insiste, me semble-t-il, il y a une nécessité aujourd'hui, je pense que beaucoup seront d'accord, pour que notamment le barreau de Paris et également le Conseil national des barreaux se saisissent résolument de la question des formations des avocats pour qu'ils soient des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Il se trouve que nous avons un bureau également à Lille. À Lille, par exemple, je crois que 90% des gens ne font pas de collaboration qui dure plus de 6 mois, s'installent à leur compte pour plus de 6 mois, font de la protection juridictionnelle, de l'aide juridictionnelle. Moi, la question que je me pose, c'est ces avocats qui sont passionnés, mais au bout de 3-4 ans, qu'on a fait du divorce, de la protection juridique, un peu d'urbanisme, du permis de conduire, au bout de 4-5 ans, quelle est leur compétence réelle? Quelle est leur plus-value réelle? Comment peuvent-ils lutter demain à des robots d'intelligence artificielle qui font en 5 secondes, qui ne sont pas capables de faire en 15 ans? Je m'interroge vraiment, et là-dessus, j'entends que c'est une question difficile, mais il faut accompagner les jeunes, parce que dans 10 ans, je crains fort qu'ils seront au mieux salariés de cabinets notariaux qui n'ont pas les moyens que nous avons. Sur la formation initiale, je suis parfaitement d'accord. Pour peut-être compléter la réponse quant aux aspects ordinaux peut-être, il existe des initiatives professionnelles. Je pense à la plateforme Action Conjointe, qui est quelque chose qui est quand même à souligner et à saluer. La plateforme du CNB, qui est aussi quelque chose que l'on peut saluer. Il y a, je crois, l'incubateur du barreau de Paris, qui est aussi là pour rappeler que l'ordre peut se saisir de ce genre de sujet et porter l'initiative et l'entrepreneuriat des avocats. Et je crois que, à mon sens, et c'est un peu l'un des combats de l'incubateur, c'est justement de favoriser au travers de nos instances, non pas que celles-ci soient un blocage ou un ralentissement, parce que Dieu sait que nous rencontrons un certain nombre de confrères qui rencontrent des véritables blocages au niveau de leurs instances ordinales, pas forcément sur Paris, mais sur un certain nombre d'autres barreaux. Ceux-ci se posent plus souvent de questions déontologiques que des questions vraiment de business
modèle et d'installation d'un projet. Donc ça, c'est une réalité. Il ne faut pas que notre déontologie, qui est une vraie force sur ce marché juridique, devienne un frein lorsqu'il s'agit effectivement de devenir entrepreneur. C'est un combat de l'incubateur et nous espérons effectivement de tout cœur que les candidats, qu'ils soient candidats au bâtonnat ou au Conseil de l'Ordre, relaieront utilement ce type de combat. Pour répondre à votre question sur l'intelligence artificielle, je fais partie de ceux qui pensent que tout ce qui est les Rocket Lawyer, Captain Contract, etc., n'ont pas eu vocation à niveler le marché par le bas, mais au contraire à le niveler par le haut. C'est-à-dire que c'est l'effet inverse. Vous allez sur Captain Contract, vous allez sur Rocket Lawyer, vous avez effectivement des prestations automatisées. Maintenant, ça va permettre aux avocats de montrer la différence. C'est-à-dire de dire, voilà, il y a deux possibilités. Soit, tout à l'heure on parlait des statuts, on parlait de l'information. On disait tout le monde a accès à l'information. Mais le secret maintenant, c'est pas l'information, c'est la sélection de l'information. C'est d'être capable de déterminer la différence entre une bonne information et une mauvaise information, parce qu'on est noyé en fait dans l'information maintenant. Tout le monde va sur Google, vous tapez modèle statut, vous en trouvez. C'est ce qui a été dit plusieurs fois tout à l'heure. Donc là où l'avocat a un rôle, il a un rôle à deux niveaux. Premièrement, d'expliquer que même sur ces prestations qui sont des prestations automatisées, il n'en reste pas moins qu'il y a possibilité de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que moi, vos statuts, vous pouvez les faire sur les plateformes comme celle-là, c'est statuts de qualité, mais peut-être que vous avez envie de quelque chose de sur-mesure. Et ce sur-mesure-là, le robot, lui, ne peut pas le faire. C'est un avocat qui peut le faire. Qui peut effectivement recevoir les clients, qui peut déterminer le psyché, le caractère psychologique des gens aussi. Quand on rédige un pacte d'actionnaires, je suis désolé, mais on ne peut pas rédiger, il faut comprendre ce que les gens veulent précisément. Et ça, un robot ne peut pas le faire. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il faut que l'avocat travaille sur des prestations à haute valeur ajoutée. Demain, vous faites de l'optimisation fiscale, un robot ne peut pas le faire et vraisemblablement ne le fera pas avant très, très longtemps parce que ça demande effectivement une maîtrise en termes de connaissances, en termes de psychologie des gens, effectivement. Parfois, une bonne solution objective pour un robot ne serait pas forcément une bonne solution dans le cas d'espèce parce qu'il y a des critères que le robot n'a pas pris en compte et ne peut pas prendre en compte. Voilà. Donc en fait, vraiment, je pense qu'il ne faut pas que l'avocat soit dans une position de crainte. Ça crée un marché, les legal startups, clairement. Ça a permis à plein de gens d'avoir accès aux droits et derrière de se rendre compte, et c'est ça aussi qui est déterminant pour nous, c'est de montrer à toutes ces personnes-là que l'avocat a une vraie valeur ajoutée par rapport justement à l'automatisation. C'est là où est le point clé. Si on arrive à démontrer à une personne que il peut rédiger des statuts ou un pacte d'actionnaires automatisé, mais qu'à côté, il a aussi la possibilité d'avoir du sur-mesure, en fait, pardonnez-moi la comparaison, mais vous pouvez aller acheter vos vêtements chez Zara, c'est très bien, mais vous avez aussi la possibilité de prendre du sur-mesure, et là, du coup, il faut la payer, mais la qualité n'est pas la même. Voilà, c'est l'idée. Merci beaucoup. On va passer sur la table ronde numéro 3, sur l'interprofessionnalité. Patrice Gras pour l'UNHJ, Dan Cohn et Stéphane Larrière, directeur juridique des achats d'Atos. C'est ça, j'écorche pas le... Directeur juridique. Alors, l'interpro et les huissiers de justice, vaste sujet. Effectivement, vous avez vu que depuis le début de l'intervention, le mot huissier de justice n'a quasiment pas été cité, si ce n'est jamais. C'est pour vous dire le boulot qu'on a ou le marché que l'on a. Voilà. Et effectivement, donc je suis Patrice Gras, huissier de justice à Versailles et président du syndicat national des huissiers de justice. Et Dieu sait qu'on a travaillé sur la loi Macron parce qu'effectivement, notre métier par rapport à la loi Macron était effectivement gravement en danger. Et on a dû travailler avec la chancellerie, se rapprocher de la chancellerie et se rapprocher de l'autorité de la concurrence pour faire entendre que l'exécution d'une décision de justice et le métier d'huissier de justice était quelque chose qui faisait partie quand même des fondements du droit en France. Et le vrai risque était effectivement dans le cadre de sociétés pluriprofessionnelles qui allaient être créées, notamment de l'arrivée de nos amis du chiffre dans nos professions, de la prise au capital à hauteur de quasiment 99%, quand vous avez un acteur effectivement du marché qui pèse 100, quand nous pesons 1,
eh bien, les risques étaient extrêmement graves de venir capter et de constituer des réseaux d'huissiers de justice et d'exécution sur l'ensemble du territoire. Donc bien évidemment, nous sommes rapprochés du défi Open Law qui a été créé il y a maintenant 6 mois ou 8 mois. Nous avons essayé de travailler et de comprendre ce qu'étaient les startups du droit, comment nous, en tant qu'huissiers de justice, on pouvait s'inscrire dans cette réflexion. Et comment notre déontologie, nos chartes éthiques pouvaient eh bien, s'adapter et venir compléter le travail effectué. Donc, l'échange aujourd'hui, créer aujourd'hui des sociétés pluriprofessionnelles, on n'en était peut-être pas encore là quand nous, huissiers de justice, nous avons une offre qui n'est pas conforme à ce qu'elle devrait être. Nous avons des structures qui sont extrêmement petites. Nous sommes passés en 9 ans d'une compétence au tribunal d'instance au 1er janvier 2017 à une compétence à la cour d'appel. Et ça pour les activités, pour nos activités monopolistiques, sachant que pour tout ce qui est hors monopole, la compétence sera nationale demain. Donc voilà les défis. Nous avons des structures qui sont donc déjà l'interprofessionnalité, on va essayer de la faire, en tout cas c'est le modèle que le syndicat professionnel développe au sein de la profession, c'est de pouvoir se regrouper, d'avoir des structures, d'apprendre à travailler ensemble. Quand demain on devient compétent sur 4 départements en région parisienne avec les distances, vous imaginez bien qu'il faut qu'on fasse marcher notre intelligence pour se marier, travailler ensemble, échanger. Donc on a créé des réseaux, on est en train de créer des plateformes, on est en train de donner une image un tout petit peu plus moderne de la profession. Et vous, ici, avocat, est-ce que vous avez toujours trouvé un huissier qui répond à votre demande, qui ne vous facture pas le double ou le triple, qui sait comprendre quelle est votre offre? Vous avez tous ici une difficulté. Nous, on a créé une plateforme où aujourd'hui, en vous connectant dessus, eh bien, vous avez des professionnels normés qui répondent à vos exigences. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes, et de venir ici, de travailler et d'échanger. Nous sommes rencontrés sur la déontologie ou sur la charte éthique, et on a trouvé effectivement des éléments. N'ayons pas peur de ce qui est en train de se passer, parce qu'aujourd'hui, le droit, le marché est en train de s'ouvrir. Les consommateurs du droit sont de plus en plus nombreux tous les jours. Et en fait, chacun d'entre nous, à nous de nous positionner à un moment de la chaîne et d'apporter la valeur ajoutée que l'on veut bien consacrer à nos métiers. Je crois qu'elle est là, la réussite de nos métiers, et après d'essayer de travailler ensemble, de monter ensemble. Je voyais effectivement sur des stratégies qui étaient faites d'arbitrage, où dans l'arbitrage, on voit effectivement les acteurs devant trouver une solution, puis après le passage de l'avocat, à un moment, il faudra peut-être aussi réfléchir à l'échec de l'arbitrage et de l'exécution de l'arbitrage. Et nous, en qualité de huissier de justice, on peut éventuellement être présent dans cette chaîne. Voilà, c'est une idée que je vous donne à intégrer, et nous sommes prêts à réfléchir, à voir ce que l'on peut faire dedans sur cette procédure. Voilà. Eh bien, bonsoir. Écoutez, merci de m'accueillir ici. Donc, je suis Stéphane Larrière, je suis directeur juridique en charge des achats et des alliances dans un grand groupe international qui s'appelle Atos. C'est plus de 100 000 personnes, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires à travers le monde, plus de 52 pays. Et une direction juridique qui est de 256 juristes, je crois, à la date du jour. Donc une grosse direction juridique. Je suis venu pour vous dire 2 choses ce soir. La première chose, j'ai été très attentif et j'ai voulu assister à l'ensemble des débats pour écouter ce que votre profession avait à dire, avait à se dire. Est-ce qu'elle se regardait en face? Et je suis super content de voir que c'est le cas. Et que c'est indispensable que vous vous posez les bonnes questions. Ces questions-là, nous les posons aussi. Nous avons des métiers exigeants, nous avons des métiers difficiles. Hein, nous avons la rigueur du droit à appliquer. Nous sommes dans des environnements économiques qui se sont énormément accélérés. Nous devons
avons des réponses de plus en plus rapides dans des environnements risqués et pleins d'incertitudes. Donc tout ça est évidemment stressant, ça questionne nos métiers, ça questionne nos fondamentaux de métier, la manière dont on fait le droit, dont on le rend aussi, et dont on conseille, vous, vos clients, et nous, nos opérationnels. Alors, ça pose la question de comment faut-il que nous travaillions ensemble. Nous sommes entrés, à mon sens, hein, et là encore, Atos est une société de technologie nouvelle, donc je suis aux avant-postes de ce qui se passe à la fois dans la technologie, mais pas seulement, c'est-à-dire les mutations sociologiques qui s'opèrent du fait de cette technologie que l'on peut voir chez nos clients et parce qu'ils nous demandent. Alors, moi, ce que j'observe quand même, c'est que nous sommes rentrés dans la civilisation du partage et du partage de la connaissance. Alors, premièrement, du partage, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, lorsque nous travaillons ensemble, hein, il y a OpenLaw qui est là aussi, ça signifie de savoir ce que nous devons partager. Vous, les avocats, les juristes d'entreprise, mais pas seulement, les huissiers, les notaires, etc. Comment est-ce que nous concevons cette nouvelle relation? Nous devons et nous avons à travailler ensemble, et qu'est-ce que nous sommes prêts à partager? Et de quelle manière nous sommes prêts à partager? Ensuite, partager, qu'est-ce qu'on partage? On partage de la connaissance. Et là encore, ce que je constate, c'est que très souvent, il y a un décalage. Permettez-moi, et là encore, je me sens un peu en famille du nombre de visages que je connais ici, donc pour parler très librement, mais très souvent, il y a un décalage entre la demande que je fais en ma qualité de client et la réponse que j'obtiens aussi en qualité de client. C'est-à-dire que on considère que je ne suis pas juriste, alors que l'analyse, je l'ai fait, et quand je demande quelque chose, c'est que j'ai déjà procédé à une analyse. Alors, ce que j'attends lorsque cette analyse est faite, c'est pas l'acte lui-même, en me disant que c'est pas possible de faire. C'est pas ça que j'attends. Ce que j'attends, c'est une étude circonstanciée de ce qui va m'arriver si, malgré tout, je passe outre ce que je fais. Et puis, cette évolution des métiers, elle pose aussi la question de savoir, demain, hein, parce que vous êtes une profession qui doit se refonder, comme la nôtre. Hein, pour le coup, je mets les juristes dans leur ensemble, dans l'entièreté, dans l'ensemble du débat, parce que les juristes d'entreprise ont aussi leur travail à faire. Ils ont, dans des entreprises comme la nôtre, travaillé sur la digitalisation, sur tous ces problèmes que ça posait, l'automatisation. Et nous avons à nous poser la question de savoir, effectivement, ce que nous devons faire et ce que nous n'allons plus faire, parce que nous allons le confier à la machine, à l'intelligence économique. Là, je serai un petit peu moins optimiste, peut-être parce que je suis un observateur privilégié, mais je serai peut-être un peu moins optimiste que certains. Donc ça nous pose la question de savoir, hein, sur tous ces métiers qui vont, ou cette part de métier qui va disparaître, parce que la machine la fera à notre place, ce que nous voulons faire de ces gens qui le faisaient. Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur des efforts de formation. Et là encore, compte tenu de... Et je rejoins ce qu'a dit Xavier, nos clients sont de plus en plus formés. Nos clients sont de plus en plus formés, même en interne. Enfin, moi, mes clients internes, ils savent tout à fait de quoi ils parlent quand ils parlent d'un contrat. Donc ils ont une maturité par rapport au droit qui a énormément évolué. Donc ça signifie que dans ce contexte-là, vous avez tout un pan du métier qui est exercé aujourd'hui qui va sans doute disparaître, se prolétariser, comme diraient certains, à l'instar de ce qui s'est passé dans le mouvement des caissières. Vous savez, les caissières, maintenant il n'y a plus de caissières. Bon, les caissières, elle fait juste passer la marchandise sur le scan, donc elle n'a plus de connaissances. Avant, elle avait des connaissances, il fallait taper à la machine, enregistrer, faire les éditions, les trucs, etc. Ça, c'est clair. Elle ne fait que passer le truc. Donc, prolétarisation de la fin. Prolétarisation par la tâche. Donc ça aussi, c'est un mouvement, je pense un mouvement de fond, une lame de fond, hein, qui emprunte la technologie. Donc il nous faut nous poser la question de savoir comment on va demain répartir ces différents rôles. Oui, pardon. Non, mais voilà, je crois que... Le a déjà commencé pour ça. On va attendre un peu, on n'a pas encore une conclusion. Merci de confirmer mon propos. Cela étant,
Là encore, le dernier message que je voulais vous faire passer, c'est n'ayons pas peur. Car, pour certains, pour ceux qui ont vu le petit papier, vous savez que j'ai un blog sur lequel j'écris, je diffuse du droit. Et donc, je suis un acteur de l'innovation, n'est-ce pas? Puisque vous ne trouverez pas beaucoup de juristes d'entreprise à Paris, mais pas seulement à Paris, sur toute la France, voire dans d'autres contrées, qui écrivent et qui diffusent la pensée. Donc, ce dont je m'aperçois quand même, c'est que plus vous diffusez de droit, plus vous créez le besoin de droit. Donc, mon message est n'ayez pas peur. Et au contraire, diffusez la bonne parole. Allez-y, diffusez vos actes. Parce que de toute façon, plus les gens pratiqueront le droit, plus il y aura une élévation par le haut. Et donc, dans ce cas-là, tout le monde devra faire du droit. Vous ferez de chacun des citoyens, de chacun des acteurs, un acteur du droit. Donc, potentiellement, un client. Donc, potentiellement, un client. Ce qui signifie là encore, et je terminerai là-dessus, de travailler sur l'intuitu personae, c'est-à-dire sur cette, comme diraient les anglo-saxons, cette customer intimacy. Connaissez vos clients, adaptez-vous à leurs besoins, ne venez pas avec des vieilles recettes que nous avons déjà vues. Nos besoins sont nouveaux, je vous dis, nous faisons face à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de calculateurs qui calculent 10 fois plus vite que n'importe où, une puissance de calcul que nous n'avons jamais vue auparavant. Donc nous avons des nouveaux débats, nous avons des nouveaux défis qui nous amènent tous ensemble. Donc soyons ensemble à la hauteur. Ça va être dur de passer après ça, surtout j'ai un problème de voix. Non mais, excusez-moi, j'ai un problème de voix. Vous m'entendez ou pas? Ça fait un peu Rocky ou je ne fais pas exprès. On parle beaucoup de la transformation du marché du droit. En fait, c'est plus principalement une évolution du marché, une évolution nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est la société qui évolue, c'est à la société à un moment et vos clients qui impulsent pour vous le fait d'adapter aussi des technologies appliquées au droit. Si je prends par exemple l'article qu'il y a eu aujourd'hui en France et le Parisien il y a une semaine sur la justice prédictive, je ne sais pas si la personne de prédictive est encore là, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui le comportement du consommateur, de votre client, il va aller chez l'avocat en disant mais dites-moi, vous savez l'outil prédictis? Non, parce que si vous ne l'avez pas, comment on va faire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça veut venir aussi du marché. Donc c'est vrai qu'il y a une transformation du marché, il y a, on va dire, plus une segmentation, il y a des marchés du droit, et par contre, il y a des réelles opportunités. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que l'interprofessionnalité, ou plutôt la pluriprofessionnalité, est une vraie opportunité pour l'avocat. Il n'y a pas aujourd'hui de start-up interprofessionnelle. Aujourd'hui, l'interprofessionnalité d'exercice, ce qu'on appelle la pluriprofessionnalité plutôt, pardon, c'est la capacité d'avoir un guichet unique et d'adresser le client à 180 degrés. Alors pourquoi je vous dis 180 degrés? Parce qu'on va essayer d'aller dans le futur, on se lâche, je suis le dernier, j'ai une voix un peu à la Pivot et un mélange de Stallone aussi, mais c'est pas grave. Donc nous sommes le 18 octobre 2020, je m'appelle Paul, je suis architecte. Et j'ai créé avec mes associés Archilo. Archilo qui est la première entreprise numérique du droit, grâce aux décrets d'application qui sont passés donc en début 2020, où je peux en effet co-diriger une entreprise numérique avec d'autres professions non réglementées. Et donc du coup je me suis associé, je co-dirige mon entreprise avec un avocat, avec un huissier, avec un notaire, avec un décorateur, avec un architecte, avec un designer et un juriste. Et du coup, j'arrive à adresser mon marché immobilier parce qu'on a créé un pôle de compétences dans l'immobilier et je couvre les besoins du client à 360 degrés. C'est la science-fiction, mais vous allez voir, on va revenir un peu dans le présent. Grâce ensuite à l'ouverture des capitaux de manière encadrée, parce qu'en effet, à cette époque-là, il y a eu l'ouverture des capitaux de manière encadrée et raisonnée. J'ai pu bénéficier d'apports en nature de la société des éditions Francis Lefebvre et Cécile pour me doter d'outils technologiques en business intelligence, en intelligence artificielle, en machine learning, en automatisation, pour du coup me concentrer sur mon client et lui offrir un service à 360 degrés. Et du coup, forcément, structurellement, ma structure a évolué, comme les cabinets d'avocats vont évoluer d'ici là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la structure d'un cabinet d'avocats fait que vous intégrez de plus en plus de nouveaux métiers, ceux que nous on connaît dans le monde de l'entreprise, mais que vous connaissez vous maintenant depuis peu. Et qu'est-ce qui va se passer? Finalement, vos assistantes et secrétaires vont faire des tâches à forte valeur ajoutée et vont laisser des tâches à faible valeur ajoutée en externalisant certains processus. Donc elles vont enrichir des outils de machine learning, elles vont aussi du coup enrichir le CRM pour adresser vos clients. Donc voilà, donc il y aura aussi une évolution structurelle des cabinets. Et je finis un peu là-dessus. Du coup, là, la structure va se concentrer de manière efficiente sur son marché.
Mais comment on est arrivé en 2020? Comment j'en suis arrivé à créer mon entreprise numérique du droit? Parce qu'en novembre 2019, il y a un décret d'application des entreprises numériques. En mars 2019, il y a une ordonnance relative aux entreprises numériques. En octobre 2018, publication des textes relatifs aux entreprises numériques. Mars 2018, rédaction du projet. Novembre 2017, réunion à la chancellerie à Bercy sur les entreprises numériques du droit. Septembre 2017, présentation de l'entreprise numérique aux différentes chambres et instances ordinales. Parce que le but, c'est de faire de la co-création et de la collaboration. Juin 2017, restitution des travaux et modélisation d'une entreprise numérique du droit. Octobre 2016, présentation ce jour des travaux d'Open Law sur l'entreprise numérique du droit. 31 mars, ordonnance relative aux sociétés pluriprofessionnelles d'exercice que vous connaissez. Aujourd'hui, chez Open Law, qui est un champ d'expérimentation, on réunit tout l'écosystème du droit. Avocats, notaires, huissiers, juristes, LegalTech, d'ailleurs, on a travaillé sur la charte avec Patrice, Alexis, Jérôme aussi, je pense, sur la déontologie des LegalTech, il y a la formation des juristes, et il y a aussi l'interprofessionnalité, et puis tout ce qui est justice. Et donc, du coup, on est en train de modéliser avec des notaires, des start-upers, des entreprises, un projet avec une Contratech qui sera mise à disposition dans un espace commun où toute la communauté juridique pourra s'emparer justement de cette Contratech ou de ces innovations pour la modéliser. Voilà. Donc aujourd'hui, ça, c'est nos travaux et on va donc restituer en juin 2017 cette entreprise numérique du droit qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que rapidement, en Espagne, en Écosse, au Pays de Galles, en Angleterre, aujourd'hui, ces structures sont déjà pratiquement possibles. En Angleterre, vous avez les ABS, donc les fameuses structures alternatives. Vous avez aussi en Espagne l'intégration fiscaliste, l'ouverture des capitaux si les avocats veulent être compétitifs au niveau européen aussi, parce que, et au niveau national, mais à terme au niveau européen, il va falloir nécessairement qu'il y ait une ouverture des capitaux. Mais moi je prône, je m'engage personnellement, plus sur l'ouverture des capitaux, maîtrisée, raisonnée et encadrée par les instances. Et plafonnée aussi à certains montants. Voilà. S'il y a des apports en nature pour faire en sorte qu'un cabinet d'avocats soit plus efficient et ait la technologie par l'apport en nature pour se concentrer sur son métier de conseil et accompagner son client, ça c'est de la forte valeur ajoutée, ça c'est de la vraie proposition de valeur et ça c'est une chaîne de valeur. Voilà, comme dit Peter Drucker, juste pour finir là-dessus, en fait, la meilleure façon de connaître l'avenir, c'est de le créer. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire tous ensemble. Voilà. Quelques questions. Vas-y, tu veux poser une question? Je voulais juste dire qu'il avait oublié une date. C'est le 1er janvier 2018, l'arrivée de Marie-Aimée à la tête du groupe. Clarisse? D'autres questions vers le fond aussi. Stéphane, je vais me permettre de te demander de relancer un peu la conversation parce que, te connaissant bien, je pense qu'il y a des choses que tu n'as pas dites. Tu es juriste dans un grand groupe et donc tu gères à la fois des clients qui sont tes opérationnels avec qui tu as un certain nombre d'échanges compliqués et auprès de qui tu dois faire ta propre promotion et ton propre marketing en permanence. Et il me semble utile que tu puisses en dire un mot parce que les avocats ne comprennent pas à quel point le marketing est important pour eux, doivent comprendre à quel point vous y êtes confrontés en interne. Et ensuite, comment tu travailles ensuite avec les avocats pour essayer d'être finalement, toi aussi, une plateforme entre les avocats et les opérationnels. Oui, alors, effectivement, j'ai pas abordé ce point parce que le point c'était l'interprofessionnalité, mais cela étant, c'est un point très juste. Comme je le disais, donc, le groupe Atos, c'est près de 100 000 collaborateurs. Alors 100 000, ça ne parle pas beaucoup, mais c'est une ville, quoi. C'est Limoges, d'accord, en un mot. Et donc je dois, dans cette ville de Limoges, je dois faire progresser le droit, progresser la fonction, parce qu'il y a des acheteurs partout dans le monde. Vous en avez en France, hein, mais vous en avez aussi au Japon, vous en avez en Russie, vous en avez dans des pays extrêmement exotiques et d'autres beaucoup plus juridiquement évolués, pour ne pas dire juridiquement poussés. Et donc il faut que tous ces gens-là puissent avoir accès à la fonction, puissent me connaître. Et donc du coup j'ai lancé, moi, vous savez,
dans 100 000 personnes, dans un groupe complètement, entre guillemets, explosé géographiquement, hein, donc avec des restrictions sur les voyages pour des raisons budgétaires, donc des difficultés à se faire connaître dans ce monde-là. Donc ça nécessite une énorme promotion, hein, en interne de l'entreprise, mais aussi via donc grosse présence sur les réseaux sociaux internes, grosse présence. Donc j'ai fait pas mal d'articles, j'ai diffusé pas mal de notes aussi sur les réseaux sociaux de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Pourquoi? Parce que figurez-vous que lorsque vous avez affaire à un collaborateur qui a travaillé avec des juristes américains, lui ce qu'il voit c'est que le juriste américain est meilleur que le juriste français. Voilà. Donc il ne va pas venir chercher son conseil auprès du juriste français, quand bien même c'est le directeur juridique avec toute l'autorité que vous avez. Donc vous devez démontrer qui vous êtes. Il n'a pas besoin forcément de comprendre tout ce que vous écrivez. Par contre, le type, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sur Google. Et là, il voit Stéphane Larrey, ah ouais, il a son blog, etc. etc. Moi, je vais même vous dire, hein, j'ai des opérationnels aux Pays-Bas, donc pour certains, ils parlent très bien le français, se sentent très, comment dire, héritiers du Code Napoléon, puisqu'ils ont une législation qui dépend du Code Napoléon, et ils me challengent sur les articles que je fais sur mon blog. En français, ils vont googliser ou pas, et ils me challengent sur ces questions-là, sur certaines questions de droit, sur l'intelligence artificielle, les problèmes que ça va leur poser, à eux, que ça les pose déjà. Donc, l'avantage, ça permet, parce qu'effectivement, de rentrer en contact beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que si vous communiquez, si vous travaillez sur votre... J'aime pas ce terme de promotion, parce que c'est difficile pour vos métiers libéraux de... Voilà, je parlerais plutôt de personal branding, en fait, plutôt que de promotion. Mais il faut travailler son personal branding. Il faut travailler sa notoriété. Ça, c'est un point clé, parce que c'est celle qui fait votre autorité. Et c'est cette autorité qui va faire que demain, vous allez, ou en tout cas que des gens comme moi, mais comme certains des opérationnels avec qui je travaille, vont faire qu'on va faire appel à vous. C'est clé, c'est déterminant. Et avec les avocats aussi. Ouais. Le travail avec les avocats, là encore, bon, le point, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, il faut vraiment que vous travaillez votre offre. Et travailler votre offre, c'est, j'ai parlé de bien connaître son client, ça je crois que c'est un élément déterminant. On a des tas de nouvelles questions qui se posent. Moi, je reste dans un secteur qui est le secteur des nouvelles technologies, avec des vraies problématiques qui sont des problématiques liées à l'intelligence artificielle, à la justice prédictive. Vous voyez, pas plus tard que ce matin, j'ai eu la question d'un de mes acheteurs qui me disait « Mais pourquoi tu me parles de force majeure? À quoi ça sert la force majeure? Il n'y a plus de force majeure. » Moi, quand je me connecte sur mon iPhone, je sais exactement le temps qu'il va faire, et même en cas de tsunami, de toute façon, je sais qu'il n'y aura pas de force majeure. Donc pourquoi est-ce qu'on prévoit encore des clauses de force majeure dans le contrat? Vous voyez la question. Qu'est-ce qu'on répond à ça? On dit, ah bah oui, les réformes françaises du code civil. Il y a un décalage. Donc ça nécessite, là encore, nous on essaie de faire cet effort, hein, en tout cas moi, et vous devez, vous aussi, dans le travail que vous menez quotidiennement avec nous, adapter votre offre. Adapter votre offre à votre client, aux problématiques aussi qui sont les siennes. Et je vais raconter cet épisode et je terminerai là-dessus, parce que j'ai eu à gérer, il y a quelques temps de ça, un dossier extrêmement politique, extrêmement touchy, où j'ai demandé à un de vos confrères de me sortir une assignation pour un référé de RAER pour un problème que j'avais. Pourquoi je voulais faire ceci? C'était parce que j'avais besoin de démontrer que nous faisions quelque chose. C'est-à-dire que la direction juridique se positionnait sur ce problème, qui était un problème éminemment technique. Okay? Donc là, j'avais un problème de gestion interne, de politique interne, de positionnement de ma fonction en interne vis-à-vis de ce qu'on appelle nos stakeholders. Que fit votre confrère? Eh bien, à votre confrère, il m'a expliqué pendant 1 heure que ce que je demandais n'était tout simplement pas possible. Alors je lui dis, mais je m'en fous, je sais que c'est pas possible. Ce que je veux, c'est que je veux cet acte de procédure. J'en ai besoin pour des raisons internes. Ah non, mais cet acte n'aboutira jamais. Mais je le sais, maître. J'en ai bien conscience. Ah non. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. S'il est dans la salle, de toute façon, je ne dirai pas son nom. Et ceci restera sous le sceau du secret professionnel. Et il n'a pas compris ce que je lui demandais, l'exercice. Pourtant, il avait eu, je lui ai exposé le contexte, les difficultés qui étaient les nôtres, et du positionnement, de la nécessité de positionner notre fonction sur ce problème, et très vite pour donner des signes. Mais non, il est resté sur sa pratique du droit, m'expliquant que, comme disait Montesquieu, il a joué à la bouche du droit, me déversant toute sa science, etc., etc. Je lui dis, faites-moi cette assignation, je raccroche. Quelques temps après, pas dans les temps que j'escomptais, mais bon, quelques temps après, je reçois l'assignation, évidemment, le projet d'assignation, avec une magnifique note, expliquant, me détaillant ce que j'allais pouvoir faire, pas faire, et que de toute façon, cette assignation, entre guillemets, selon vos termes et selon les nôtres, ne prospérerait pas. Donc là, je me suis fait chez tout rouge, parce qu'évidemment, c'était pas du tout adapté ni à la situation. Et puis moi, c'est pareil, j'avais mon patron qui me demandait des comptes. Et croyez-moi, quand les choses chauffent, on nous demande des comptes. C'est pas toutes les 6 heures qu'on demande des comptes, vous voyez, c'est plutôt toutes les 30 minutes où vous avez un appel, ça en est où? Qu'est-ce que vous foutez, bon sang, de bois? Et là, on est obligé de dire, oui, on a un premier projet, mais bon, on nous explique, mais... Donc, je ne retravaillerai pas avec ce cabinet, puisque... Tant pis s'il est dans la salle. Peut-être qu'il l'a compris. Mais cela étant, le point que je veux vous faire comprendre, c'est qu'effectivement, le droit est un outil. Et on ne peut pas, nous avons, malheureusement, tous autant que nous sommes, nous avons ce réflexe un peu trop endogène de nous regarder entre juristes et de voir ce que les autres vont pouvoir penser, quelle va être la position de l'autre partie en termes juridiques, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut dépasser tout ça. C'est-à-dire que notre rôle en tant que lawyer, notre rôle en tant que juriste, est d'épouser clairement les contours en fait, de la demande opérationnelle, de s'inscrire finalement dans cette demande opérationnelle. Parce que finalement, le bon droit, le droit qui s'exécute le mieux du monde, c'est celui dont on ne parle jamais. C'est celui dont on ne parle jamais. Le contrat que les opérationnels apprécient le plus, c'est l'accolade, c'est la main qu'on serre. Et dès lors que nous arrivons et nous remplissons le pari de ne pas nous montrer, ou de nous montrer, entre guillemets, juste dans cette espèce de discrétion, de stratégie, eh bien nous allons gagner. Nous allons gagner, entre guillemets, la crédibilité, et donc, demain, le futur marché. On pourra continuer toutes ces discussions, débats dans 10 minutes autour d'un verre, mais avant il y a une conclusion donnée par nos 2 candidats, Marie-Aimée et Basile. Merci. Écoutez, je crois que nous allons très rapidement conclure avec Basile cette remarquable soirée, de vous dire que vraiment, d'abord remercier l'ensemble de nos intervenants, les remercier de leur dynamisme, les remercier de véritablement cette vision dynamique de l'avenir du droit et de la profession d'avocat, et surtout de saluer tous ces cabinets qui se développent, tous ces jeunes qui sont investis et qui se développent. Remercier Alexis Debord d'abord pour Yanov et David Milich, son degré pour l'organisation de cette soirée. Et sinon, de vous faire part de nos réflexions, et je ne peux pas vous cacher que nous avons souri lorsque la part de dit n'ayons pas peur. Simplement de vous dire que le titre de nos propositions qui est parti pendant cette soirée à 19h est robots, algorithmes, avocats, n'ayons pas peur. Très clairement, il nous appartient à nous, avocats, cabinet d'avocats et ordre des avocats, si Basile Adair et moi-même sommes élus, d'accompagner ce développement. Nous avons pour ambition d'avoir un pari place de droit numérique. Nous voulons que l'avocat soit au centre de la cité numérique
Nous voulons que toutes ces énergies, tous ces développements qui interviennent, qui vous ont été présentés ce soir, soient au centre du droit. Alors, nous avons 6 propositions que je trouverai dans ce programme qui vient de partir en même temps. Nous avons fait un événement live sur Facebook qui a été suivi par beaucoup de personnes. Voilà, on m'entend. Mais je suis assez rassuré après avoir entendu tous ces spécialistes. J'ai l'impression, Marie-Hélène, que nous sommes en phase et que notre optimisme sur la place que doit prendre l'avocat, et notamment celui du barreau de Paris, est conforté par ce que nous venons d'entendre. Alors, l'ordre, si nous en avons la direction dans 2 ans, améliorera l'accès aux technologies. Il faut mutualiser, et l'ordre est là pour ça, le service à apporter aux confrères dans ce grand bouleversement qu'on vient de nous expliquer, où les technologies ne cessent de s'améliorer, où les opérateurs, les nouveaux opérateurs ne cessent d'intervenir. Nous mettrons au profit des confrères des outils pour choisir, des outils de formation, et notamment un lab à l'EFB, où tous les futurs avocats, comme celui que nous avons entendu tout à l'heure, qui veulent faire des startups pourront être formés avec les informaticiens qui conviennent, etc. Et surtout la création d'un annuaire. Et ça, c'est une grande idée que nous avons, qui n'est pas celle forcément de nos concurrents. Un annuaire référençant les legal tech avocats. Car c'est, vous l'avez compris, de l'avocat qu'on vend, éventuellement aussi de l'huissier, hein, bien sûr. Mais si c'est de l'avocat qu'on vend, c'est l'ordre des avocats qui les référence. Et là, il y a un outil formidable qui est nécessairement celui auquel arrivera, que questionnera le public, qui est l'annuaire tenu par l'ordre des legal tech avocats. Je continue avec les deux dernières miennes, et comme ça tu concluras. Voilà. La deuxième proposition, qui sera en numéro 5, on va évidemment adapter notre déontologie. La déontologie n'est pas un frein au développement, je ne cesse de le répéter dans nos rencontres, c'est un sauf-conduit. Mais la déontologie de l'avocat, puisque c'est de l'avocat qu'on vend, elle est fondamentale sur le secret professionnel, sur les conflits d'intérêts, sur les règles de confraternité. Et là, il y a en fait un grand chantier, qui est d'amener tous ces opérateurs à notre déontologie. Nous sommes au centre du dispositif, nous sommes avocats, et si c'est ça qu'on vient chercher, c'est aussi parce que nous avons notre déontologie qui évoluera, hein, pour s'adapter dans les textes, mais les principes fondamentaux, eux, ne bougeront pas, nos principes essentiels ne bougeront pas. Eh bien, cette déontologie sera le socle auquel tout le monde devra se rallier s'il veut venir pour vendre du droit. Et notre assurance responsabilité civile, qui, elle, est un des grands services que nous rendons au public. Et enfin, et j'en termine par là, parce que si nous sommes élus, je serai notamment en charge de la discipline, nous lutterons sans pitié contre les braconniers du droit. Ceux qui ne seront pas dans nos clous, il y a déjà un CRED qui est très utile, hein, que ce soit au barreau de Paris ou par l'entremise du CNB. Tous ceux qui ne seront pas dans ces clous feront l'objet de poursuites. C'est un délit que de vendre du droit quand on n'est pas avocat. Et ça, nous ne l'oublierons pas. Alors, comment aider les avocats à développer des legal tech? Comment développer des plateformes? Comment développer au sein de leur cabinet? Et sur le modèle des exemples qui vous ont été présentés tout à l'heure, des cabinets d'avocats, Caractère, Alto, etc. Tout simplement, nous proposons, que déjà à l'EFB soit créé un lab EFB et d'aider tous les élèves avocats qui veulent constituer des startups. Vous avez entendu Predictis tout à l'heure. Ce sont des élèves avocats extrêmement dynamiques. Il faut les aider et mettre à leur disposition un lab EFB de façon à y contribuer. 2. Développer toujours à l'EFB des enseignements pratiques, là encore au numérique, et aider, là aussi, enseigner à l'élève avocat, dès sa formation initiale,
mais également aux avocats, dans le cadre de leur formation continue, qu'il y ait des formations numériques. Et nous avons une chose à vous proposer, à vous tous, élèves avocats et jeunes avocats, qui soit de tout simplement constituer des équipes afin d'aider tous les cabinets qui le demandent, les avocats qui le demandent, pour être formés aux réseaux sociaux, pour être formés aux plateformes numériques, pour être formés à Internet. Le droit est partout, les avocats doivent être partout et doivent absolument se saisir du net et être partout sur le net. C'est une certitude pour nous et l'ordre doit également les aider. Nous avons pour cela l'incubateur qui a reçu encore un prix dernièrement à Londres. L'incubateur doit devenir plus que jamais un laboratoire innovant, doit être force de proposition avec les avocats, les ingénieurs, des geeks, et d'être que l'ordre soit à la pointe du numérique grâce à son incubateur, grâce au barreau entrepreneurial. Nous voulons un barreau dynamique des avocats partout sur Internet. Et enfin, dernier point, l'interprofessionnalité, là encore, et les capitaux, bien évidemment, tout à fait, développons-les, que les avocats restent majoritaires, que la déontologie la plus forte soit applicable, mais par pitié, développons les structures interprofessionnelles, que les cabinets d'avocats ouvrent des offices notariales, comme les offices notariales ouvrent déjà des cabinets d'avocats. Saisissons-nous de l'interprofessionnalité. Nous voulons un barreau dynamique et un ordre qui pousse et qui aide et qui facilite le dynamisme et le développement des cabinets et des avocats. Merci à tous pour votre attention. Voilà, il y a un verre là, si ceux qui sont derrière nous ont laissé quelque chose à boire. Attendez une seconde s'il vous plaît. Une petite seconde. Voilà. Merci à la caméra, drone. Le drone. On a une sur le front. N'oublie pas de voter les 29 novembre et 1er décembre. Oh, vas-y, il le rajoutera après. Sûr ? Ouais. Parfait, merci.